Mesdames et Messieurs du gouvernement, mes chers collègues. Hier soir, après la France, le terrorisme islamiste a frappé l'Autriche. Nos pensées vont aux victimes de cette attaque abjecte, barbare, guidée par un fanatisme aveugle dans un pays européen ami. Au nom de la représentation nationale, j'exprime également notre solidarité, notre profonde compassion au peuple autrichien et je vous invite à observer un moment de recueillement. Je vous remercie. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Madame Sabine Rubin. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, en août dernier, qu'avez-vous fait pendant les vacances apprenantes des uns pour vous apprendre du précédent confinement ? Qu'avez-vous fait alors pour doter suffisamment nos établissements en produits essentiels, masques et gel, pour réquisitionner des locaux et embaucher des étudiants permettant par exemple l'accompagnement dans des classes dédoublées ? Début octobre, qu'avez-vous fait pour répondre à l'imminence d'une seconde vague qui nécessitait un protocole sanitaire plus drastique ? Le 15 octobre dernier, qu'avez-vous fait quand je vous alertais sur la potentielle dangerosité des masques DIN, sinon les remplacer par de nouveaux masques AFNOR, mais toujours sans garantie de traçabilité quand le principe de précaution l'exige ? La semaine dernière, qu'avez-vous fait pour consacrer la liberté d'expression dans nos établissements, sinon proposer un texte caviardé de Jaurès à lire aux jeunes ? Qu'avez-vous fait pour donner aux enseignants un temps d'échange lors de ce hommage à Samuel Paty, si ce n'est bousculer les horaires à la dernière minute ? Ce que vous avez fait, Monsieur le ministre, je peux le dire ici. Vous avez semé la pagaille en improvisant au jour le jour, en multipliant directives erratiques et contradictoires, en alimentant des stériles polémiques sur les plateaux télé. Et ce que vous faites maintenant, c'est réprimer les jeunes qui commencent à se mobiliser pour un protocole sanitaire digne de ce nom. Alors voilà ce qu'il faudrait faire, Monsieur le ministre, dès aujourd'hui. Donner consigne d'accepter l'allègement des classes et la réorganisation des cours partout où le réclame la communauté éducative qui, elle, sait de quoi elle parle. Anticiper et budgétiser dès à présent et pour le mois de janvier l'adaptation de toutes les écoles à une crise du Covid qui sera non seulement dure mais durable. Je n'ai pas de questions à vous poser, Monsieur le ministre. Sinon, vous apportez à nouveau quelques réponses. Je vous remercie. Merci. Chers collègues, la parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Sabine Rubin, dans votre non-question, je vais essayer de retenir ce qui permet positivement de parler de cette rentrée. Je crois déceler une déception dans vos propos parce que chaque rentrée, vous voulez du désordre et une fois de plus, vous constatez qu'on a réussi à rentrer dans l'ordre. Oui, c'est avec dignité hier que toute la France a rendu hommage à Samuel Paty. Et n'enlevez rien à cette dignité, s'il vous plaît. Dans toute la France, en effet, ça a été respecté. Et respecté comme jamais, je tiens à le dire, et je donnerai les éléments pour cela. Oui, il y avait les références pédagogiques. Il y a eu la vidéo de Robert Badinter qui a été vue des centaines de milliers de fois par nos élèves. La vidéo de l'équipe de France de football, vue plus d'1 million de fois.
l'ensemble du pays qui s'est uni autour de sa mémoire. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de vouloir relativiser cela, et c'est bien dommage que vous interveniez de cette façon. Deuxièmement, vous m'invitez finalement à vous dire comment ont été préparées les choses. C'est sûr que si vous étiez ministre de l'Éducation nationale, les élèves seraient encore sur leur canapé aujourd'hui depuis le mois de mars. Parce que au mois de mai, M. Mélenchon nous expliquait qu'il ne fallait pas rentrer. Au mois de juin, il nous disait la même chose. Vous nous avez dit qu'il ne fallait pas rentrer en septembre à l'heure. Et maintenant, il aurait fallu aussi se donner plusieurs jours avant de rentrer. Alors évidemment, la solution de la paresse, c'est la vôtre. La solution de la facilité, c'est toujours la vôtre. Nous sommes un des pays du monde qui a réussi le plus à faire retrouver les élèves à l'école. Et c'est une très bonne chose. Les enfants retournent à l'école, c'est notre premier but. Et bien entendu, tous les Français le désirent. Et ceux qui le désirent en premier, ce sont les professeurs. Et par-delà toutes les fausses polémiques que vous essayez de pointer. Par exemple, la polémique sur les masques, elle est fausse. Nous avons encore l'avis de l'ANSES hier qui dit qu'ils ne sont pas toxiques. Donc il y a ceux qui veulent de la polémique, vous, ceux qui veulent le bien-être des professeurs et des élèves, nous. Merci, Monsieur le ministre. Madame Rubin, quelques secondes. Monsieur, les choses seraient préparées depuis le mois d'août si j'étais à votre place. Merci. La parole est à Monsieur Charles de Courson. S'il vous plaît. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, l'article 37 de votre décret du 29 octobre 2020 a créé une forte rupture d'égalité entre, d'une part, des hypermarchés et des supermarchés qui restaient ouverts tant pour leurs rayons alimentaires que pour leurs rayons non alimentaires, et d'autre part, les petits et moyens commerces non alimentaires qui étaient fermés. Cette rupture d'égalité a suscité de vives protestations des petits et moyens commerces non alimentaires qui, au surplus, accueillent un faible nombre de clients à la fois, alors que ce n'est pas le cas pour les hyper et les supermarchés. De plus, la fermeture des petits et moyens commerces non alimentaires a fait exploser l'activité du e-commerce et ses bénéfices. Amazon a triplé les siens. Or, si le gouvernement a fait voter un impôt exceptionnel de 1,5 milliard sur les cotisations des complémentaires santé au risque d'une forte augmentation de ces dernières, il n'a pas songé à créer un impôt exceptionnel sur les grandes entreprises du e-commerce. Devant les nombreuses protestations, vous avez alors modifié en catastrophe votre décret du 29 octobre par un nouveau décret du 2 novembre, publié ce matin, qui interdit aux hypermarchés, supermarchés et magasins multicommerces de vendre des produits non alimentaires, sous réserve de quelques exceptions. Alors, Monsieur le Premier ministre, j'ai 3 questions à vous poser. Première question, comment allez-vous faire respecter cette interdiction dans les supermarchés et hypermarchés, alors que dans certains de leurs rayons, les produits autorisés à la vente ou interdits à la vente sont mélangés? Allez-vous créer des brigades de contrôle des caddies pour vérifier que seuls des produits essentiels sont vendus? Deuxième question. Envisagez-vous d'autoriser les petits et moyens commerces non alimentaires de recevoir sur rendez-vous leur clientèle, comme mon groupe vous l'a proposé dans notre courrier de vendredi? Et troisième question, envisagez-vous de créer un impôt exceptionnel sur les grandes entreprises du e-commerce? Merci. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Monsieur le député Charles de Courson, je vous croyais libéral, je vous découvre ultra-interventionniste. Plus sérieusement, nous avons, avec le Premier ministre Jean Castex, rétabli l'équité, comme vous le souhaitiez, entre les petits commerces et les grandes surfaces, en exigeant qu'il n'y ait pas 2 poids, 2 mesures et que chacun soit traité de la même manière. Vous m'interrogez sur la taxation des géants de l'e-commerce. Je rappelle que nous sommes la première nation en Europe à avoir imposé les géants du digital. Enfin, je veux vous dire, Monsieur de Courson, parce que je sais que vous y êtes attaché, comme tous les parlementaires qui sont présents ici, les commerces de proximité sont des commerces essentiels. Essentiels à notre vie économique, essentiels à notre vie culturelle, essentiels à notre vie sociale. Et nous leur apporterons, pendant toute la durée du confinement, tout le soutien dont ils ont besoin. Le fonds de solidarité a été porté à 10 000 €.
Les entreprises pourront faire du click and collect et le chiffre d'affaires ne sera pas déduit du fonds de solidarité. Ils n'auront à payer aucune charge sociale. Nous pourrons prendre en charge leur loyer grâce au crédit d'impôt que vous avez voté. Nous allons leur permettre de renouveler des prêts garantis par l'État s'ils le souhaitent. Les commerçants de France doivent savoir qu'ils peuvent compter sur le soutien complet, total et entier de cette majorité. Enfin, nous devons, Monsieur de Courson, imaginer le commerce de demain et l'imaginer ensemble. Nous voyons bien qu'avoir une boutique sur 3 simplement qui a un site internet qui est numérisé, ça n'est pas suffisant. Je ferai, à la demande du Premier ministre Jean Castex, dans la semaine, des propositions concrètes pour accélérer la digitalisation de nos commerces qui doivent savoir qu'elles peuvent compter sur notre soutien total, constant, pendant cette crise sanitaire. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur de Courson, 5 secondes. Monsieur le ministre, vous n'avez répondu à aucune de mes 3 questions. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Cédric Roussel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Mes chers collègues, Nice est meurtri, une nouvelle fois. Nice pleure ses morts, encore. Paroissiens de la basilique Notre-Dame de Nice, ils avaient le goût des autres. Que leur nom résonne ici longtemps. Nadine de Villers, Simone Barreto Silva, Vincent Loquès. Ces morts s'ajoutent aux victimes de l'horreur sur la promenade des Anglais, à Samuel Paty et à tant d'autres. La France doit continuer de combattre avec fermeté et sans répit les islamistes qui nous ont déclaré la guerre. Monsieur le ministre, les Niçois, les Français ne cherchent pas un exutoire, mais la justice et leur sécurité. Il ne s'agit pas, mes chers collègues, de faire de la surenchère ultra-sécuritaire. Nice, vitrine de la vidéosurveillance, n'a pas été épargnée. Nous ne gagnerons pas en renonçant à l'état de droit et à nos libertés. Évidemment, il ne s'agit pas non plus de se coucher devant les ultimatums des islamistes et d'oublier qui nous sommes, ce que nous sommes. Alors oui, la France doit être intraitable, ferme. Elle sera forte, elle traquera et combattra ses ennemis sans faillir. La réponse républicaine sera dans nos propositions et vos projets de loi. Elle sera dans l'unité de la nation, dans l'éducation et l'émancipation, dans l'information et le renseignement, dans la laïcité et le droit. La réponse doit également être européenne, quand on voit Vienne attaquée par des sympathisants de Daesh cette nuit, mais aussi internationale, après le massacre de l'université de Kaboul. Car, ne nous y trompons pas, ce n'est pas seulement la France, ces églises, ces caricatures qui sont attaquées, c'est nous tous, qu'importent nos convictions, nous tous et la liberté. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont les mesures de protection que vous allez proposer dans le respect de la liberté aux Niçois et plus largement aux Français? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Roussel, je voulais évidemment m'associer aux mots de reconnaissance envers d'abord les victimes et leurs familles. Bien sûr, ces chrétiens assassinés dans une église, tôt le matin, à peine ouverte, alors qu'un office n'était même pas fait, un terroriste islamiste est venu semer la mort et la terreur. Je voudrais avoir une pensée pour nos forces de l'ordre, courageuses, qui, durant tout le week-end des fêtes de la Toussaint, durant toute cette rentrée scolaire avec le ministre de l'Éducation nationale, on a eu l'occasion de les remercier, ont été aux avant-postes pour protéger les Français dans des conditions où, nous le savons, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai eu l'occasion maintes fois de le dire, et Christophe Castaner avant moi et Gérard Collomb avant lui, la menace terroriste est forte, non seulement sur le territoire national, mais nous le voyons depuis encore hier soir, et vos propos, Monsieur le Président, évidemment résonnent particulièrement aujourd'hui, touchent toute l'Europe occidentale. Ce n'est pas qu'une affaire française. Et d'ailleurs, ceux qui nous poussent à fermer absolument toutes les frontières,
à ne plus discuter dans un cadre européen, voit bien qu'il se trompe. Et il trompe les Français avec des mesures simplistes, alors que c'est l'Europe et la certaine idée que nous avons de l'Europe et de la liberté qui est attaquée par les terroristes islamistes. Enfin, vous aurez, monsieur le député, à voter, je l'espère, le texte de loi visant à conforter les principes républicains souhaités par le Premier ministre et le Président de la République, présenté au Conseil des ministres le 9 décembre prochain. Il n'aura qu'un but, lutter contre le terrorisme, le terreau, oui, sur lequel l'islamisme politique, depuis de très nombreuses années, malheureusement, prospère les idéologues de malheur. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Éric Ciotti. Merci, monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, il s'appelait Nadine, Vincent, Simone. Ils sont tombés au cœur de la basilique Notre-Dame de Nice parce qu'ils étaient chrétiens. Nice a été touchée pour la 3e fois consécutive par le terrorisme. Ils ont rejoint Samuel Paty et les 266 victimes depuis 2012 de la barbarie islamiste, comme ils ont rejoint les victimes de l'attentat de Vienne. Je veux en cet instant rendre hommage à leur mémoire et penser à leur famille. Je veux aussi, en cet instant, rendre hommage aux forces de l'ordre et notamment, on les a un peu oubliés, aux policiers municipaux de Nice, primos intervenants, admirables de courage et qui ont neutralisé le terroriste. Monsieur le Premier ministre, vous nous trouverez toujours à vos côtés pour renforcer les armes dont nous avons besoin pour gagner cette guerre contre l'islamisme. Mais pour cela, des actes concrets et immédiats sont enfin indispensables. Alors que les 3 derniers attentats sont la conséquence tous d'une immigration incontrôlée, allez-vous, oui ou non, mettre en place un moratoire migratoire pour les pays qui nous menacent? Alors que 2540 islamistes sont sortis ou vont sortir de prison entre 2018 et 2022, allez-vous, oui ou non, mettre en place des procédures de contrôle? Alors que 4100 étrangers sont fichés pour menaces terroristes et que seulement 16 d'entre eux ont été éloignés depuis septembre, allez-vous, oui ou non, tous les expulser? Enfin, alors que la menace est maximale, allez-vous, oui ou non, activer l'état d'urgence terroriste issu de la loi de 1955? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ciotti, je m'associe évidemment, comme je l'ai fait à l'instant pour votre collègue Roussel, pour les mots que vous avez eus, bien sûr pour les victimes et leurs familles, mais également pour les policiers, les militaires et bien sûr les policiers municipaux partout en France et singulièrement à Nice, qui ont neutralisé en premier ce terroriste. Ils l'ont fait avec beaucoup de courage. Le président de la République qui s'est rendu sur place, puisque vous étiez du voyage, vous l'avez constaté, a pu les remercier et les féliciter. Oui, bien sûr, nous sommes fermes, monsieur le député, mais permettez-moi quand même un léger différent dans vos propos par rapport à nos propos de commission hier. Hier, vous m'avez interrogé en donnant les mêmes chiffres, monsieur le député, sur les étrangers en situation irrégulière qui seraient fichés au FSPRT, c'est-à-dire islamistes radicaux. Je peux comprendre que vous n'ayez pas les informations du ministre de l'Intérieur. Toute la commission des lois a constaté que j'ai pris le temps de détailler des chiffres que vous avez donnés qui n'étaient pas les bons chiffres. Et voilà que vous répétez en séance publique des chiffres que vous savez faux. Monsieur le député Ciotti, ce n'est pas en mentant, mais si vous m'écoutez, vous allez voir que vous aurez des réponses précises à des questions précises qui sont très importantes. Monsieur le député, ne mentez pas au moment où on parle de terrorisme. Je crois que c'est extrêmement grave. Les 4100 étrangers fichés au FSPRT, je vous l'ai expliqué hier, sont 4100 étrangers dans les fichiers de la DGSI et ils ne sont pas tous des étrangers sur le sol national.
C'est des étrangers que nous avons d'ailleurs depuis longtemps parfois expulsés et que nous interdisons de retour sur le territoire national. Vous auriez eu la gentillesse, monsieur le député, peut-être d'évoquer que depuis que le président de la République est arrivé, sur les 800 étrangers en situation irrégulière qu'il a trouvés au FSPRT, plus de la moitié ont été expulsés et les 200 qui restent le seront. C'est ça de dire la vérité aux Français. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Christine Pires-Beaune. Merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe socialiste, je souhaite moi aussi apporter tout mon soutien et ma solidarité au peuple autrichien. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, la grogne monte sur nos territoires. Vous avez instauré une concurrence déloyale entre grandes surfaces et petits commerces de proximité, condamnant ces derniers au désespoir et malgré les aides, beaucoup ne s'en remettront pas et vous le savez. En quoi serait-il moins dangereux d'aller acheter sa baguette chez le boulanger du centre-ville que d'acheter un livre dans la librairie du coin ou un jouet en bois pour Noël dans la boutique d'à côté? Les grandes surfaces de ma circonscription où plusieurs centaines de personnes font leurs achats en même temps seraient moins dangereuses que les petits commerces de Riom ou de Châtel. Les petits commerces de Pont-au-Mur seraient plus dangereux que les nombreux selfs des lycées où des centaines d'élèves se côtoient sans masque et sans distanciation. Votre gouvernement a choisi la mauvaise solution, fermer certains rayons de la grande distribution. En somme, vous proposez que tout le monde y perde, sauf Amazon, qui se frotte les mains de cette aubaine inespérée. Aujourd'hui, c'est donc l'incompréhension et la colère. Plusieurs maires ont signé des arrêtés pour permettre l'ouverture de leurs commerces non essentiels. Ce n'est évidemment pas la bonne solution et nous n'appelons pas à la désobéissance. Vous avez reconnu l'efficacité du binôme préfet-maire dans la gestion de la crise. Poursuivez, Monsieur le Premier ministre, dans cette direction. Faites confiance aux préfets de département qui, en concertation avec les maires, sauront prendre des arrêtés pertinents et faire respecter les indispensables contraintes sanitaires dans le petit commerce. Vous savez, 4 mètres carrés dans une grande surface équivaut à 4 mètres carrés dans un petit commerce. Il y a urgence, Monsieur le Premier ministre. Il faut revoir votre copie. Le groupe socialiste et apparenté vous a fait 2 propositions dimanche. Sans sacrifier notre santé qui reste notre priorité, vous pouvez sauver les commerces et des centres-bourgs et des centres-villes en les autorisant à ouvrir avec des protocoles sanitaires renforcés. Et vous devez, dans le PLFR 4, instaurer une taxe exceptionnelle. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Madame Pires-Beaune, je crois que vous pourrez reconnaître qu'avec le Premier ministre, nous avons eu l'humilité de corriger notre copie. Quand nous avons vu que les petits commerçants estimaient qu'il y avait 2 poids, 2 mesures, nous avons pris toutes les décisions nécessaires pour garantir l'équilibre entre les grandes surfaces auxquelles les Français doivent pouvoir continuer à avoir accès pour se nourrir, pour avoir accès à des produits de première nécessité, et les petits commerces. Et depuis lundi, je ne cesse de recevoir, à la demande de Jean Castex, l'ensemble des commerces qui sont concernés. J'ai reçu ce matin la Fédération des coiffeurs, j'ai reçu la Fédération des jouets, nous recevrons la Fédération de l'habillement, nous recevrons avec Alain Griset tout au long de la semaine l'ensemble des fédérations pour voir exactement comme vous le proposez, Madame Pires-Beaune, dans quelles conditions de sécurité sanitaire et à quelles conditions nous pourrions, à partir de la date qu'a fixée le Président de la République, envisager la réouverture d'un certain nombre de commerces de proximité en garantissant la sécurité sanitaire des Français. S'agissant de l'e-commerce, je voudrais simplement rappeler une chose, parce que vous n'avez tous que Amazon à la bouche. Et je vous remercie de faire dans cet hémicycle la publicité d'Amazon. Je voudrais simplement dire qu'il ne représente que 20% du commerce en ligne et qu'il reste 80% du commerce en ligne. Je veux bien que vous taxiez le commerce en ligne, mais dans ce cas-là, c'est le commerce français que vous allez taxer demain. Et il me paraît plus intéressant de faire exactement ce que cette majorité a eu l'honneur de faire, être la première nation en Europe à taxer les géants du digital, que ce soit Google, que ce soit Amazon, que ce soit Facebook, que ce soit Microsoft, parce que là est la justice et là est l'efficacité. Merci, monsieur le ministre. S'il vous plaît, la parole est à madame Marie-Georges Buffet et à elle seule. Hier, des millions d'enfants, d'adolescents, de professeurs
d'agents de l'éducation nationale ou des collectivités ont repris le chemin de l'école de la République. C'est un témoignage fort de leur attachement à l'école publique et laïque. C'est aussi à travers cette minute de silence une multitude qui a dit sa confiance dans l'éducation face à tous les obscurantismes, sa confiance dans l'apprentissage des connaissances comme source d'émancipation humaine et sociale. Oui, avec leurs inquiétudes, mais aussi leur colère, ils étaient là. Ils ont répondu présents, conscients que la fermeture des écoles aggravait les inégalités sociales, entraînait des retards dans les apprentissages, des cas de malnutrition ou des troubles psychiques. L'ensemble des auditions menées par la commission d'enquête sur les conséquences du Covid sur l'enfance et la jeunesse le confirment. Elles confirment aussi le sentiment d'abandon de la communauté éducative. Si l'école doit rester ouverte, encore faut-il garantir aux élèves et aux équipes pédagogiques des conditions matérielles et sanitaires suffisantes pour étudier et enseigner en sécurité au sens plein, alors que la France est marquée par des tensions extrêmes. Cela nécessite que les enseignants puissent enfin avoir le temps de l'échange, qu'elle soit mieux écoutée. Notre école a besoin que nous leur fassions confiance en leur donnant les moyens de remplir leur mission. Monsieur le ministre, quelles mesures allez-vous prendre pour permettre aux équipes pédagogiques dans chaque établissement de France de dialoguer et de proposer ? Allez-vous dédoubler les classes, notamment en collège ou lycée, afin de respecter les consignes sanitaires au mieux ? Quelles réponses concrètes, humaines et matérielles apporterez-vous en matière de formation, d'accompagnement, de salaire et de conditions de travail aux équipes pédagogiques qui ont plus que jamais besoin de la revalorisation de leur métier ? L'école est notre bien commun. Nous en sommes tous et toutes comptables. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marie-Georges Buffet. D'abord, merci pour votre question pleine de dignité et qui laisse voir par les objectifs partagés que nous avons que l'on peut en effet faire face à cette crise sur le plan scolaire dès lors qu'on a des objectifs partagés. Et la commission que vous co-présidez joue évidemment un rôle important dans ce sens. Plusieurs éléments de réponse, et dont des éléments récents d'ailleurs. Premièrement, sur la préparation de la rentrée, et j'en profite pour le dire. Je rappelle que nous avons créé 1800 postes à l'école primaire, alors qu'il y avait 50 000 élèves de moins en cette rentrée. Ça nous a permis de poursuivre le dédoublement des classes. Aujourd'hui, nous avons plus de 320 000 élèves en CP et en CE1 qui sont concernés, et même en grande section de maternelle. Nous avons mis en œuvre plus d'1 500 000 heures supplémentaires dans le second degré, notamment pour l'opération Devoirs faits et pour l'aide personnalisée aux élèves. Nous nous sommes donc préparés à suivre les élèves qui en avaient le plus besoin sur le plan pédagogique. Or, justement, nous commençons à voir le résultat des évaluations de CP, de CE1, de 6e et de seconde aussi, qui nous permettent de voir où en sont les élèves et ce qu'ils ont perdu ou pas au moment du confinement. Et donc d'avoir une aide personnalisée, qualitative, avec des moyens que nous avons mis derrière pour les aider. Je communiquerai très prochainement les résultats de ces évaluations. Et ce sera vraiment, évidemment extrêmement intéressant. Je précise que nous sommes le seul pays au monde qui réussit à évaluer chacun des élèves d'une cohorte, c'est-à-dire 800 000 enfants par classe d'âge, pour le faire. Sur la question du dédoublement en lycée, aujourd'hui nous avons un protocole de continuité pédagogique, de sorte qu'il est possible pour un lycée d'avoir des aménagements permettant l'enseignement à distance. Je rappelle que depuis la rentrée, nous avons été capables d'assurer cette continuité pédagogique pour chaque école, chaque collège et chaque lycée qui a fermé. C'est 0,14% des établissements parce que précisément notre protocole sanitaire a permis d'éviter d'enfermer un trop grand nombre. Mais quand ça ferme, nous sommes capables de le faire et nous sommes capables de nous aménager. Donc oui, il y a eu adaptation et oui, je partage vos objectifs pour l'intérêt général des enfants français. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Géraldine Bagné. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à la ministre de la Culture. Madame la ministre, la nécessité absolue de contrer le virus, quoi qu'il en coûte, disait le président de la République en mars dernier, ne fait pas et ne doit pas faire débat. Au lendemain de l'hommage rendu par nos élèves et la nation à Samuel Paty, ce professeur d'histoire qui aimait les livres pour transmettre à ses élèves comme à ses proches la passion de la connaissance, le goût de la liberté, je voudrais revenir sur l'émoi provoqué par la fermeture de nos librairies dans l'ensemble du secteur, mais aussi chez nos concitoyens. Sur l'incompréhension aussi. Les mesures mises en place lors du précédent confinement, protocole sanitaire, limitation du nombre de clients, click and collect,
N'ont-elles pas montré qu'il était possible à chacun de continuer en toute sécurité à accéder à cette nourriture essentielle qu'a toujours été et que sera toujours le livre? Les événements de Nice, d'Autriche, nous incitent plus que jamais à promouvoir l'ouverture à la pensée de l'autre, à la réflexion, à l'étude, lumières indispensables dans la lutte contre l'obscurantisme et que diffusent incessamment et sans bruit les livres. Afin de ne pas créer de concurrence déloyale, il a été demandé à la grande distribution d'interdire l'accès à ces rayons culturels, ce que l'on peut comprendre au nom de l'équité. Néanmoins, il est difficile pour les lecteurs de constater qu'ils ne peuvent plus acheter de livres, sinon via des plateformes bien connues, quand les ordinateurs restent, eux, des biens de première nécessité, utiles, il est vrai, pour le télétravail et les cours en distanciel. L'impatience est donc réelle. Elle s'aiguise à l'approche des fêtes de fin d'année où l'on prend plaisir à choisir et offrir à ses proches de beaux livres. Les salons, manifestations publiques ne sont plus là pour faciliter la vente directe. Les professionnels, auteurs, éditeurs, libraires, bien que très conscients de l'urgence sanitaire et de la flambée indiscutable des chiffres, sont inquiets. Quid donc des mesures qui pourraient être à nouveau mises en place, mais aussi de la réduction annoncée des tarifs postaux qui permettra à chaque lecteur de se faire livrer à moindre coût cet indispensable qu'est le livre, y compris par les librairies de proximité. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Madame Géraldine Bannier, nous connaissons votre militantisme en faveur du livre puisque vous êtes présidente du groupe d'études sur le livre. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons pris ces mesures. Les chiffres, vous les connaissez, le ministre de la Santé le rappelle, c'est un malade dû au Covid toutes les 2 secondes, une hospitalisation toutes les 30 secondes et un mort toutes les 4 minutes. C'est un crève-cœur que d'avoir dû prendre un certain nombre de mesures de sauvegarde de la santé de nos concitoyens. Mais je veux redire de façon forte qu'on peut acheter des livres et qu'on peut acheter des livres chez nos libraires de proximité et que c'est là qu'il faut les acheter. Les grands lecteurs, les lecteurs assidus achètent en moyenne 1 livre par mois. Oui, on peut acheter ce livre tous les mois chez les libraires de proximité par la méthode du cliquer emporter. De grâce, n'utilisez pas le mot click and collect, du cliquer emporter. On peut téléphoner à son libraire, on peut lui faire un SMS et on achète un livre. Et ce livre, on peut l'acheter grâce aussi aux mesures que nous allons prendre. Parce que les libraires, nous les soutenons. Nous les soutenons, on ne comptabilisera pas dans les mesures qu'a préconisé Bruno Le Maire, on ne comptabilisera pas les ventes à distance et les ventes à cliquer emporter. Nous aidons à numériser, à digitaliser nos librairies. Il faut qu'ils puissent concurrencer les plateformes numériques. Et puis, vous l'avez signalé, nous allons avoir un tarif préférentiel sur les envois postaux. Nous sommes en train de bâtir cela avec la Poste, avec Bruno Le Maire. Nous diviserons au minimum, et peut-être plus, les tarifs postaux par 3. Oui, nous soutenons nos libraires. Achetez des livres chez vos libraires. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Valérie Bazin-Malgras. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vous avez choisi un reconfinement allégé pour permettre à l'activité économique de se poursuivre autant que possible, ce que nous saluons. Mais, dans ce contexte, votre décision de fermer l'ensemble des commerces de proximité, dits non alimentaires, est incompréhensible et profondément injuste. Je vous le dis avec gravité, par cette décision inconsidérée, juste avant Noël, vous êtes en train de tuer les petits commerçants de notre pays et de dérouler le tapis rouge à Amazon. Tout le monde s'accorde sur l'impérieuse nécessité de protéger les Français et de freiner le virus. Mais la fermeture des commerces est inefficace et totalement disproportionnée. Pourquoi serait-on en effet plus vulnérable dans une librairie que dans un métro bondé ? Nos commerçants sont parfaitement responsables et prêts à renforcer encore davantage les protocoles sanitaires si nécessaire. Je pense à un système de vente sur rendez-vous ou une attestation par personne et par 6 semaines pour se rendre dans ces commerces. Les commerçants ne demandaient pas des nouvelles interdictions comme votre fermeture des rayons non alimentaires des supermarchés. Une réponse perdante pour tout le monde, mais de pouvoir ouvrir leur commerce pour pouvoir travailler.
En France, plus personne ne pourra désormais vendre de livres à part Amazon. Quelle absurdité! L'Allemagne, la Suisse, la Belgique, l'Autriche n'ont pas fermé leur commerce de proximité. J'ai été commerçante, je pense aux bijoutiers, aux coiffeurs, aux libraires, aux esthéticiennes, aux fleuristes, aux boutiques de prêt-à-porter et tant d'autres de ces commerces de proximité qui sont indispensables dans nos territoires et dont la survie est aujourd'hui menacée. Ils sont prêts à s'adapter, à redoubler d'efforts pour protéger leurs clients, mais ils ne veulent pas mourir. La promesse du gouvernement de réexaminer la situation dans 15 jours est une perte de temps. Le click and collect ne suffira pas. Admettez votre erreur et permettez au commerce de proximité de... La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Madame la députée, je voudrais saluer l'esprit de responsabilité de votre réponse, de votre question, et l'esprit de responsabilité de l'Association des maires de France, de François Baroin, d'André Léniel, qui, plutôt que d'appeler à prendre des arrêtés illégaux, ont fait des propositions et ont fait, comme vous, suggérer des avancées pour le commerce de proximité. C'est comme ça que nous arriverons ensemble à conjuguer la lutte contre la circulation du virus et la réouverture des commerces de proximité à laquelle, croyez-moi, nous aspirons tous. Comment est-ce que nous allons procéder? D'abord, nous allons recevoir, je l'ai indiqué, toute la semaine, l'ensemble des fédérations de commerce. Et croyez-moi, chacun dans une situation qui est très différente. Les coiffeurs, par exemple, estiment que le mois de novembre n'est peut-être pas prioritaire pour eux. C'est les discussions que j'ai eues avec eux ce matin. La Fédération des vendeurs de jouets, bien entendu, estime que le mois de novembre, chaque semaine compte et chaque semaine est prioritaire parce qu'on approche de Noël. Comme l'a rappelé la ministre de la Culture, s'agissant des libraires, la question de la prise en charge des frais postaux pour les livres qui seraient envoyés par les libraires indépendants, c'est absolument vital. Et avec Roselyne Bachelot, nous mettrons cela en place dans les jours qui viennent à la demande du Premier ministre. Sur ces bases-là, d'ici la fin de la semaine, début de la semaine prochaine, nous pourrons avoir des protocoles sanitaires renforcés pour l'ensemble des commerces de proximité. Et nous avons fixé un rendez-vous avec le Premier ministre au 12 novembre. Le 12 novembre, nous verrons quels commerces peuvent rouvrir, dans quelles conditions, pour garantir à la fois ce à quoi je sais que vous êtes attachée, Madame la députée, la sécurité sanitaire des Français et également le renforcement du commerce de proximité. Dans l'intervalle, croyez-moi, nous ne ménagerons aucun soutien financier pour permettre à nos commerces de proximité de passer dans les meilleures conditions possibles cette période difficile. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Gérard Leseul. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la situation est d'une gravité extrême et vos déclarations en attestent. C'est la raison pour laquelle nous avons voté jeudi dernier, avec le groupe socialiste et apparenté, oui au reconfinement. En responsabilité et en colère, comme nous l'avons déjà dit, et surtout parce qu'il faut mettre la santé des Français au-dessus de toute considération. Oui, parce qu'il faut tout faire pour enrayer cette crise sanitaire et la mécanique infernale de l'épidémie. Tout faire pour soulager nos soignants et armer l'hôpital public qui vit et va vivre des prochains jours très éprouvants. Mais pour que ce reconfinement fonctionne, il faut de la transparence, de la clarté, de la cohérence, de la justice sociale et des mesures fortes. Ce sont les conditions nécessaires pour assurer l'acceptabilité sociale essentielle à sa réussite. Sans acceptabilité sociale, rien ne sera possible. Il nous faut de la confiance et le concours de tous les Français. Il faut de la transparence, de la méthode d'abord. La gestion de la crise sanitaire semble bien mieux maîtrisée dans plusieurs pays et à chaque fois, la recette est identique. Tout mettre sur la table avec des indicateurs précis, ce que nous avons demandé à plusieurs reprises, et des plans d'action suivis à la lettre. De la clarté et de la cohérence ensuite pour faire cesser l'approximation du gouvernement et le climat anxiogène qui règne aujourd'hui. Les enseignants qui ont fait leur rentrée hier ont attendu jusqu'à dimanche pour connaître les modalités et les horaires de rentrée. Ce matin, le porte-parole du gouvernement annonce un couvre-feu. Il est démenti, heureusement, rapidement après. De la justice, de la concertation enfin. Entre l'essentiel et le non essentiel des produits commerciaux, la ligne qui se dessine est celle du doigt mouillé. Depuis l'annonce de leur fermeture administrative jeudi dernier, les commerçants et de nombreux artisans ont crié à la justice et à l'inéquité.
Les arrêtés ont été pris, ils sont bien sûr illégaux, mais ils sont surtout révélateurs du malaise de nos collectivités locales. Comment comptez-vous, Monsieur le Premier ministre, réhabiliter la confiance dans votre parole gouvernementale? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Gérard Le Sol, vous êtes le second député du groupe socialiste à interroger le gouvernement depuis le début de cette séance de questions au gouvernement. La première députée socialiste qui a interrogé s'interrogeait justement pour savoir pourquoi est-ce qu'on avait fermé les commerces, jugeant que la mesure n'était peut-être pas adaptée. Monsieur le député, semaine après semaine, nous n'avons de cesse que de venir devant le Parlement en demandant à chacun de mettre sa pierre à l'édifice de la lutte contre le combat, de la lutte contre l'épidémie à coronavirus et d'identifier les propositions qui pourraient être de nature à freiner la diffusion du virus. Monsieur le député, systématiquement, lorsque des mesures ont été prises par le gouvernement ou par le Parlement, votées même par le Parlement, systématiquement ou presque, un certain nombre de groupes d'opposition sont venus en tribune de l'Assemblée dire que c'était irresponsable, non préparé, que ça ne serait pas efficace. Monsieur le député, vous parlez des clés de la confiance à donner à la population à cette période cruciale de notre histoire collective. Je vous renvoie à la question, monsieur le député. Quelle est la part de confiance que les uns et les autres nous pouvons apporter à travers une unité nationale dans la prise de décisions qui sont nécessaires et s'il vous le fallait des preuves supplémentaires qui sont tellement nécessaires qu'elles sont prises par la plupart de nos voisins européens et qu'elles sont même prises par des pays à travers de l'autre côté des différents océans du monde à mesure que le virus peut progresser. Monsieur le député, ce n'est pas la faute de la France si Melbourne a été confinée pendant 3 mois, si Israël a confiné pendant 2 mois, si le Japon a été confiné, si la Belgique, si les Pays-Bas sont confinés, si le Pays de Galles, si l'Irlande. Monsieur le député, partout des mesures ont été prises qui visent à freiner les contacts physiques entre les gens pour freiner la diffusion du virus. Ce n'est pas une solution franco-française, c'est une solution mondiale déjà appliquée dans la plupart des pays du monde, 1 fois, 2 fois, voire 3 fois dans certains pays. Alors accompagnez-nous à expliquer la nécessité de ces mesures. Accompagnez-nous pour donner confiance aux Français, accompagnez-nous pour nous aider dans la lutte contre le virus et vous rendrez là aussi un grand service aux soignants qui attendent de la représentation nationale qu'elle soit pleinement consciente de ce qu'ils traversent en ce moment pour sauver des vies dans nos hôpitaux. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Jean-Marie Sermier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, notre collègue Valérie Bazin-Malgras vous a fait part du désarroi des commerçants de France. Ils ont fait des efforts considérables pour respecter les protocoles sanitaires et protéger leurs clients. Ils l'ont fait avec succès, puisqu'aucun cluster n'a été signalé dans les magasins. À quelques semaines de Noël, ils ne supportent pas de devoir baisser rideau et de laisser le champ libre à Amazon, concurrent déloyal contre lequel vous ne proposez rien actuellement. Il faut soutenir nos commerçants, nos artisans locaux. Je pense par exemple aux coiffeurs, aux auto-écoles. Pour cela, des maires ont pris des arrêtés autorisant l'ouverture des commerces. Ce sont des lanceurs d'alerte. C'est un acte symbolique, c'est un appel. Or, nous avons lu avec stupéfaction samedi un communiqué de presse de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté parlant, je cite, de polémiques consternantes et d'arrêtés manifestement clientélistes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, il est inacceptable de sortir à ce point du principe de neutralité de l'administration. Il est insupportable que des hauts fonctionnaires insultent les élus locaux, maillons essentiels de notre République, a priori pendant cette crise sanitaire. Monsieur le Premier ministre, condamnez-vous ce communiqué de presse? Nous avons tous conscience de la gravité de la situation. Il faut se battre sans relâche contre le virus. Il faut protéger les Français, mais il faut le faire dans la justice et l'efficacité. Il est temps que le gouvernement admette son échec du déconfinement et son impréparation du reconfinement. Il faut revoir d'urgence le dispositif. Nous avons fait des propositions. À l'image des marchés lors du premier confinement, nous proposons que les préfets, en concertation étroite avec les maires, puissent accorder des dérogations au commerce, bien évidemment lorsqu'ils respectent le protocole sanitaire. Monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin faire voter l'amendement des Républicains pour mettre en place cette mesure? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député, ça fait plusieurs semaines que vous interpellez les uns et les autres le gouvernement en disant « Quand est-ce que vous prendrez des mesures pour protéger les Français ?» Nous mettons en place des mesures pour protéger les Français et vous nous répondez « Ah non, pas celle-là. Ah non, pas celle-là. Ah non, pas celle-là. » Ensuite, vous nous dites
consultez les élus pour prendre des décisions. Nous consultons les élus, nous prenons des décisions. Les élus, certains, une infime minorité d'élus décident d'attaquer les décisions et vous dites ils ont raison d'attaquer la décision. Et ensuite, vous allez nous dire où est la cohérence? Où est la cohérence dans les décisions qui sont prises? Monsieur le député, pouvez-vous douter une seconde de la volonté du gouvernement de soutenir ces commerces, qu'ils soient de commerces de proximité ou de commerce en général? Pouvez-vous douter une seconde de la volonté du gouvernement de soutenir l'éducation des enfants et des jeunes et des étudiants? Pouvez-vous douter une seconde de la volonté du gouvernement de soutenir son économie et en même temps d'être capable de protéger les Français? Alors si, comme moi, vous ne doutez pas du bon sens qui anime ce gouvernement, ne doutez pas des mesures qui sont prises. Elles sont prises parce qu'elles sont nécessaires. Ce ne sont pas les commerçants qui sont responsables de la circulation du virus. Ce ne sont pas les commerçants qui sont responsables de la situation épidémique. En revanche, messieurs les députés, monsieur le député, en revanche, on sait très bien, et ça a été démontré en France, à l'étranger, que plus on restreint les possibilités de sortir au-delà de ce qui est essentiel, plus on va limiter les contacts physiques et plus on va freiner la diffusion du virus. Si nous ne prenons pas ces mesures, non seulement nous aurons des morts, beaucoup de malades, beaucoup de familles en détresse, des hôpitaux en saturation, mais je peux vous garantir que le pays ne retrouverait pas une activité économique et sociale normale avant très longtemps. Ces mesures sont nécessaires et nous vous demandons de les accompagner à l'Assemblée nationale et comme sur les territoires, en responsabilité. Merci, monsieur le ministre. Un peu de calme, s'il vous plaît. La parole est à Madame Bénédicte Petel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, l'épidémie de Covid-19 nous touche tous, directement ou indirectement. Elle nous touche à travers la perte d'un être cher, l'admission d'un proche en réanimation, les séquelles avec lesquelles un proche doit réapprendre à vivre. Nous sommes tous concernés. Les témoignages des soignants ne cessent de nous alerter sur la réalité de la situation. Nous les applaudissions tous les soirs à 20h pendant le premier confinement. À juste titre, je peux témoigner de leur professionnalisme, de leur dévouement et de leur humanité quand ils ont soigné mes parents à Bichat et à la Pitié. Nous devons aujourd'hui, plus que jamais, les écouter, comme l'a dit mon collègue Gérard Lesuel, les soutenir, car nous sommes tous conscients que leurs conditions de travail sont extrêmement difficiles. Et ce soutien passe avant tout par la prise en compte de leurs propos quand ils font part de la réalité du terrain au quotidien. Cette réalité est la suivante, vous l'avez dit, Madame la ministre de la Culture. Aujourd'hui, la Covid-19, c'est plus de 50 000 nouveaux cas de contamination recensés en 24 heures. Jamais, depuis le début de l'épidémie, la France en avait enregistré autant. C'est un malade toutes les 2 secondes, une hospitalisation toutes les 30 secondes et un mort toutes les 4 minutes. La Covid-19, c'est une crise sanitaire qui frappe aussi et avant tout les plus vulnérables d'entre nous, les personnes en situation de précarité. Rien qu'en Île-de-France, 40% des personnes sans domicile fixe ont été infectées. Les mesures de confinement qui ont été prises sont difficiles, douloureuses, anxiogènes. Nous en sommes tous conscients, notamment pour la jeunesse, les TPE, les PME ou les commerçants. Ce sont bien entendu des mesures que nous aurions tous préféré ne pas devoir prendre et qui demandent à chacun d'entre nous un certain courage, une forme d'abnégation. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Madame la députée, à travers votre question, de soutenir, comme vous venez de le faire, l'ensemble des soignants en ville et dans nos hôpitaux, qui... Monsieur le député, quand on rend hommage aux soignants, il n'est peut-être pas utile d'interpeller de la manière. Madame la députée, vous êtes élue de votre circonscription et comme l'ensemble des élus ici, quand vous rentrez dans vos territoires respectifs, vous êtes confrontés justement à la souffrance, à la détresse de ces soignants, en tout cas à la crainte qu'ils peuvent émettre et l'engagement déterminé dont ils font preuve au quotidien pour sauver des vies. Et je suis certain que les soignants de votre circonscription, comme dans la plupart ou la totalité des circonscriptions, font part à leurs parlementaires des inquiétudes qui sont les leurs. Et
de la volonté qu'ils ont que nous prenions en responsabilité des mesures pour freiner la circulation du virus, réduire le nombre de malades et ainsi sauver des vies. Ce que nous nous efforçons à faire, Madame la députée, avec le soutien important, fondamental même, de l'ensemble des députés de la majorité réunis dans cette période difficile, encore une fois, que notre pays traverse. Et je crois qu'en responsabilité, vous pouvez être fiers de porter ce discours dans les territoires, auprès de vos hôpitaux, de vos soignants, de vos maires, de vos commerçants, même si c'est difficile, même si les mesures qui y sont prises, même si le confinement entraîne aussi de la détresse chez nombre de Français, qu'ils aient d'ailleurs une activité professionnelle ou non, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient âgés. Ce n'est pas la solution à laquelle chacun d'entre nous aspirerait naturellement, mais c'est une solution qui est nécessaire à un moment d'une épidémie où le virus s'emballe. Le virus est un phénomène naturel, c'est une catastrophe naturelle qui nous oblige à prendre des mesures hors du commun. Et ces mesures, je voulais vous dire, Madame la députée, qu'il tient à chacun de nous de les respecter, de les appliquer. Ce sont l'ensemble des Français qui sont les premiers moteurs de la lutte contre ce virus. Et les Français, parce qu'ils sont courageux et parce qu'ils sont solidaires, réussiront, comme ils l'ont fait au printemps dernier, à terrasser ce virus. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Loïc Prud'homme. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie, nous sommes aujourd'hui face à un gouffre du fait de l'improvisation totale de votre gouvernement et son incapacité à anticiper depuis plus de 8 mois. Ce n'est pas faute de vous avoir alerté, d'avoir déposé 11 propositions de loi, rédigé 5 rapports et 4 guides, d'avoir mené une commission d'enquête pour planifier une trajectoire de sortie de crise et éviter d'y sombrer à nouveau. Mais vous n'avez rien voulu entendre, vous avez juste réussi à nous mener au bord du chaos sanitaire et économique. Aux commerçants qui posent la question de la continuité de leur activité, je dis ceci. Si nous étions au gouvernement, vous pourriez à 7 heures accueillir dans vos magasins 2 ou 3 clients avec le protocole strict que vous avez déjà mis en œuvre précédemment. Et contrairement à ce que va répondre le ministre dans quelques secondes, et comme il l'a déjà fait, c'est bien moins risqué sanitairement que de s'entasser à 20 dans les rayons des supermarchés, par dizaines dans les transports, dans des classes et des restaurants scolaires. Vous êtes attentifs à la sécurité sanitaire de vos clients. Les irresponsables, ce sont eux qui vous ont déjà abandonné une première fois lors de la bataille pour vos pertes d'exploitation face aux assureurs privés voraces qui versent encore des dividendes. Oui, il y en a assez des profiteurs de crise dont on attend qu'ils soient sévèrement rappelés à leur devoir de solidarité nationale. 14 milliards de fraude à la TVA pour les géants du e-commerce, d'après les services du ministère de l'Économie, et pas un petit doigt n'a été levé par le ministre. Artisans, commerçants, s'ils avaient affaire à nous, ces géants seraient taxés dès demain pour dommages environnementaux et sociaux. Les milliards volés par ces profiteurs de misère seraient immédiatement utilisés pour permettre à notre tissu économique de proximité de passer cette crise. Monsieur le ministre, l'économie, ce n'est pas que le portefeuille du PDG d'Amazon. Quand prendrez-vous les mesures urgentes avant la fermeture définitive du rideau des milliers de petits commerces ? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Monsieur le député, vous nous dites que depuis 8 mois que cette crise a commencé, nous avons fait preuve d'improvisation en matière économique. Depuis 8 mois, la France a apporté un soutien sans faille à son économie. Depuis 8 mois, la France a dégagé 120 milliards d'euros de prêts garantis par l'État pour éviter que les entreprises fassent faillite. Depuis 8 mois, la France a apporté un soutien à son secteur aéronautique, à son secteur automobile, à l'hôtellerie, au café, à la restauration, au tourisme, à l'événementiel, au secteur de la culture. Depuis 8 mois, la France est en Europe le pays qui a le mieux protégé le pouvoir d'achat de ses compatriotes en apportant un soutien au chômage massif comme aucun autre pays ne l'a fait à cette mesure en Europe. Depuis 8 mois, la France s'est tenue aux côtés des petits commerçants. Depuis 8 mois, la France a mis en place un fonds de solidarité qui est un des plus généreux de tous les pays européens pour que les petits commerçants perdent le moins possible de leur chiffre d'affaires et le moins possible de leurs revenus. Depuis 1 mois, à la demande du Premier ministre Jean Castex et à la demande du Président de la République, nous avons renforcé massivement ces mesures de soutien au commerce. Nous allons dépenser en 1 mois, au mois de novembre, autant sur le fonds de solidarité que tout ce que nous avions dépensé depuis le mois de mars. Monsieur le député, cette majorité et la République dans son ensemble a apporté un soutien massif
total, immédiat à notre économie, je ne vous laisserai pas dire que nous avons laissé tomber l'économie française alors que nous avons évité des dizaines de milliers de faillites, des centaines de milliers de licenciements et que c'est le contribuable français, avec l'argent de son travail, qui a permis de sauver l'économie française. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame... S'il vous plaît. La parole est à Madame Sylvie Boucher-Bellecourt et à elle seule. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et permettez-moi d'y associer mon collègue Robert Terry. En mars dernier, la vague épidémique qui touchait notre pays avait de quoi surprendre nos compatriotes et leurs représentants. Il est vrai qu'à cette période, le gouvernement naviguait à vue tout en mêlant les injonctions contradictoires aux Français. Hélas, 8 mois plus tard, vous n'apprenez toujours pas de vos erreurs. Dès juillet, le Conseil scientifique vous alertait sur la très haute probabilité qu'une deuxième vague épidémique apparaisse cet automne. Pourtant, vous ne l'avez pas anticipé. Les chiffres alarmants publiés ce lundi le prouvent. La France établit un nouveau record de 52 500 cas recensés en 24 heures. Vertigineux quand on sait que votre ministre de la Santé affirmait il y a 10 jours que l'épidémie serait incontrôlable au-delà des 50 000 cas quotidiens. Alors oui, nous sommes tous conscients que la maîtrise de l'épidémie est difficile partout en Europe et que personne ici n'a de solution toute faite. Mais cela n'excuse pas tout. Et ce n'est pas simplement la nouvelle députée que je suis qui vous interpelle, mais l'infirmière. À quoi bon expliquer aux Français que nous ne rattraperons pas notre retard en les testant massivement si aucune stratégie d'isolement n'est ensuite mise en place? Comment justifier que 8 mois plus tard, nous n'ayons toujours pas plus de lits en réanimation qu'en mars? Pourquoi attendre 10 jours après le début du confinement pour généraliser les tests dans les aéroports? Pourquoi ne pas tester massivement tous les personnels des écoles comme nous vous le demandons? Monsieur le ministre, vous êtes encore ce matin obligé de démentir dans l'heure votre porte-parole qui annonce un couvre-feu à Paris. Ces tergiversations ne passent plus chez nos concitoyens qui vous demandent des consignes claires pour les protéger. Allez-vous enfin accepter d'écouter les propositions que les députés Les Républicains vous formulent? Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée Boucher-Bellecourt, dans votre question, vous émettez un certain nombre de questions. J'ai envie de vous dire, discutons et échangeons, poussons un peu les choses. Il y a 2 questions que vous posez. Vous dites, quand est-ce que vous allez commencer à généraliser les tests? Je ne sais pas, Madame la députée, ce que vous entendez par généraliser les tests. 2 millions de tests par semaine en tests PCR. Des tests antigéniques qui sont déployés, plus de 2 millions de tests antigéniques ont déjà été acquis par les pharmacies d'officine, les médecins, les infirmières libérales, des barnums. Je ne sais pas ce que vous entendez par généraliser les tests, mais faites-moi une proposition et en sincérité, ça m'intéresse d'avoir votre proposition. Lorsque vous dites quand est-ce que vous allez tester les personnels des écoles, eh bien avec Jean-Michel Blanquer, nous avons tout un protocole justement pour permettre aux enseignants, à tout le personnel scolaire, d'être prioritaires dans l'accès aux tests PCR. Faites-nous vos propositions. Est-ce que vous voulez aller plus loin? Dites-nous ce que vous entendez par tester. Est-ce qu'on teste tout le monde systématiquement tous les jours, toutes les semaines? Comment est-ce qu'on fait? Madame la députée, vous dites que vous êtes infirmière et soyez la bienvenue à l'Assemblée nationale et dans cet hémicycle. Lorsque vous dites... Non, mais attendez, Monsieur le ministre. Bon, chers collègues, vous arrêtez de vociférer. Notre collègue a posé une question. Madame la députée. Respectez notre collègue qui a posé une question et le ministre qui lui répond. Je vous demande Madame la députée, vous dites pourquoi est-ce que vous n'avez pas augmenté les lits de réanimation depuis mars? 1, nous les avons augmentés déjà de 15%. 2, ils augmentent quotidiennement à mesure que les besoins augmentent. 3, nous avons formé près de 10 000 soignants aux techniques de réanimation. 4, le gouvernement, je l'avoue, je le confesse, n'a toujours pas trouvé le moyen de former un réanimateur en moins de 10 ans. Mais si vous avez des propositions, je suis preneur. Enfin, Madame la députée, lorsque vous dites
Lorsque vous dites revoyez vos stratégies en matière d'isolement, je vous tends la perche, Madame la députée, en sincérité. Si vous considérez qu'il doit y avoir un débat démocratique pour faire évoluer le contrôle des stratégies d'isolement pour les personnes qui sont au cas positif, moi je suis tout à fait prêt à en débattre, mais je suis venu 5 fois dans un débat parlementaire dans le cadre de l'état d'urgence aborder ces questions-là, et c'était une fin de non-recevoir de votre groupe systématiquement. Donc ma porte est grande ouverte, vous serez la bienvenue en dehors de cet hémicycle, il y aura peut-être moins de bruit. Merci, Monsieur le ministre. Bien, la parole est à Madame Claire Pitollat. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. Jeudi dernier, le gouvernement a annoncé les mesures nécessaires pour protéger nos concitoyens face à la seconde vague de l'épidémie de Covid. Cette stratégie passe avant tout par une protection accrue des salariés et je tiens à saluer la réactivité du gouvernement qui a publié jeudi une nouvelle version du protocole national pour les entreprises qui pose le principe du télétravail total pour les postes compatibles. Ces précautions visent avant tout à protéger la santé des salariés et à réduire le risque de contamination. Cela passe notamment par le désengorgement des transports en commun où la distanciation sociale est impossible. Je tiens par ailleurs à apporter mon soutien aux entreprises et aux salariés qui font tout leur possible. S'il est important de développer le télétravail, la différence entre un recours partiel et un recours total à celui-ci est grande. Non, le télétravail total n'est pas facile. S'il est indispensable aujourd'hui pour lutter contre le virus, il rend cependant plus compliqué le travail en équipe et peut également, pour certains salariés, être un facteur d'isolement social. Madame la ministre, je vous appelle donc à veiller très particulièrement aux conséquences psychologiques de cette nouvelle organisation du travail. Enfin, si le déploiement du télétravail est précipité par la crise, il s'agit aussi d'accompagner les entreprises et les salariés dans la durée. C'est une attente forte de nos concitoyens et l'expérience du télétravail qui s'ouvre sera déterminante pour soutenir un réel changement culturel. Je pense notamment à la question primordiale de l'accès au numérique et plus particulièrement de la gestion des données. Madame la ministre, comment le gouvernement entend accompagner les entreprises et leurs salariés tout en tenant compte des difficultés propres à chaque secteur? Comment surtout faire en sorte que ces mesures difficiles mais nécessaires ne riment pas avec isolement et perte de compétences, mais plutôt avec progrès social et innovation? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Claire Pitollat. Alors, je voudrais profiter de votre question pour mettre fin à une contre-vérité. Pour les entreprises et pour les salariés, le télétravail n'est pas une option. Surtout pas quand 416 de nos concitoyens sont décédés hier de la Covid-19. Donc, je voudrais rappeler le principe qui est désormais inscrit dans le protocole national en entreprise. Dans les circonstances exceptionnelles actuelles liées à la menace de l'épidémie, le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. Dans ce cadre, le temps de travail effectué en télétravail est porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches en télétravail. Donc j'ai bien dit 100%. Alors j'entends certains dire que les employeurs ne jouent pas le jeu. Je leur réponds que le protocole a été mis en ligne jeudi soir dernier. Les salariés, pour une partie d'entre eux, sont rentrés de congé hier matin. Donc laissons un minimum de temps aux entreprises pour s'organiser. C'est une semaine test et avec mes services, nous suivons de très près la mise en place du télétravail. Et les retours sont déjà positifs. Et par ailleurs, pour ceux qui l'ignorent, le Code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de leurs salariés. À ce titre, et sur la base du protocole, les employeurs le savent très bien, leur responsabilité pourrait être engagée. Donc ils ne le souhaitent pas et je ne le souhaite pas non plus. Donc tous ensemble, respectons le protocole. Et vous avez raison, Madame la députée, tout n'est pas noir ou blanc. Pour certains salariés, être seul en télétravail 5 jours sur 5, ça peut être une source d'angoisse. C'est pour ça que nous allons mettre en place, en complément de ce que font les employeurs et les organisations syndicales, un numéro vert pour apporter un soutien psychologique aux salariés qui en ont besoin. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.
La parole est maintenant Madame Karine Lebon, à qui je souhaite la bienvenue et que je salue, et qui succède à notre collègue, ex-collègue Huguette Bello. Merci, je vous Monsieur donne le la Président. parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. La jeunesse souffre et tout ce qui pourra atténuer les conséquences de cette crise sanitaire sur leur vie est bienvenu. Mais ces initiatives ne doivent pas se faire au détriment de la solidarité entre les générations, ni au prix de divisions familiales, ni non plus pour accentuer une précarité déjà inquiétante. C'est pourtant ce triple risque que vous venez de prendre en modifiant les critères d'attribution des contrats parcours emploi compétences à La Réunion. Depuis la mi-octobre, les PEC financés par l'État ne sont éligibles qu'à celles et ceux qui sont âgés de moins de 26 ans. Les répercussions sont immenses pour les bénéficiaires comme pour les collectivités et les associations qui les emploient. Ni les uns ni les autres n'ont d'ailleurs été consultés sur ce bouleversement dans la politique des contrats aidés. Dans ma circonscription, la commune de Saint-Paul ne pourra, selon ce nouveau critère, répondre favorablement qu'à 20% à peine des demandes déjà enregistrées. Et comme la mesure porte aussi sur les renouvellements, le nombre de personnes qui devront être licenciées au terme de leur contrat risque d'exploser dans toutes les communes de La Réunion où la très grande majorité des bénéficiaires des PEC ont plus de 26 ans. Nous approuvons le dispositif national « Un jeune, une solution », mais son application indifférenciée peut conduire à opposer les plus jeunes aux moins jeunes. Une solution existe qui est de débloquer rapidement les 18 000 contrats supplémentaires annoncés par le ministre des Outre-mer lors de son passage en août à La Réunion, ce qui permettra de proposer des solutions d'emploi aux moins de 26 ans, mais aussi d'éviter à des milliers de personnes de se retrouver sans emploi. Bref, de ne pas mettre à mal notre cohésion sociale. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame Karine Lebon. Écoutez, Madame la députée, je vous souhaite la bienvenue et je voudrais tout d'abord vous rassurer. Dans le cadre du plan « Un jeune, une solution », le gouvernement a décidé de faire un effort sans précédent en faveur de la jeunesse. Mais évidemment, cet effort ne se fait pas au détriment des autres publics prioritaires. Et je vous confirme que, notamment pour 2021, nous allons mettre en place 60 000 parcours emploi compétences supplémentaires et 50 000 contrats initiatives emploi supplémentaires au profit des jeunes. Mais par ailleurs, dans le cadre du plan pauvreté, le gouvernement a également décidé de doubler l'effort à 24 000 parcours emploi compétences ciblés vers les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les zones de revitalisation rurale. Et donc, au final, en 2021, ce sont 122 000 contrats aidés supplémentaires qui vont être déployés. Ces contrats, ils doivent bénéficier aux publics les plus éloignés de l'emploi, constituer des parcours qualitatifs d'insertion vers l'emploi en complément des autres dispositifs tels que, par exemple, l'insertion par l'activité économique. La Réunion bénéficiera donc d'une augmentation substantielle des contrats aidés, au-delà du volume prévu par le plan Priorité et Rassemblement pour l'emploi local à La Réunion, le plan Pétrel, annoncé par le Président de la République en début d'année. Concernant la gestion 2020, mes services sont en train d'examiner les redéploiements qui pourraient être nécessaires au bénéfice des régions qui auraient des besoins qui ne seraient pas encore satisfaits. Et donc je vous confirme, Madame la députée, si notre objectif est de ne laisser aucun jeune sur le bord de la route, cela ne se fera pas au détriment des autres publics prioritaires. Merci, Madame la ministre. Madame la députée. Merci pour votre réponse, mais le préfet de La Réunion a adressé une lettre donc, aux différents maires des communes où il dit bien que ces parcours emploi compétences sont réservés aux moins de 26 ans et aujourd'hui, Pôle emploi bloque les demandes. Donc c'est pour ça que je pose la question. Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Bon. La parole est à Monsieur Guillaume Garot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé, nous l'avons tous compris, la deuxième vague du Covid pourrait être plus haute que la première. Chacun sait ici qu'affronter une crise de cette ampleur est difficile, et on le voit partout ailleurs en Europe. La solution, je veux le dire, elle dépend d'abord de chacun de nous pour respecter les consignes sanitaires. Respectons-les pour épargner nos soignants qui ont besoin de notre soutien, c'est vrai, mais
qui ont aussi besoin de moyens. Monsieur le ministre, le 14 juillet, le président de la République nous disait « nous serons prêts ». Fin août, le Premier ministre Jean Castex nous disait la même chose. Manifestement, on est au mois de novembre et on n'y est pas. Monsieur le ministre, où sont les 12 000 places de réanimation que vous annonciez le 27 août dernier? Monsieur le ministre, où sont les 4 000 lits supplémentaires à la demande que vous annonciez en conclusion du Ségur de la santé? Les soignants font leur maximum. Mais l'État aussi doit faire son maximum. Nous le devons aux soignants et nous le devons aux Français. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles pour ouvrir les lits qui manquent, pour former sans attendre ceux qui pourraient être mobilisés, pour revaloriser fortement et rapidement les rémunérations des soignants et attirer de nouveau les aides-soignants, les infirmières qui ont quitté l'hôpital au fil du temps. Les 183 € n'ont pas suffi, Monsieur le ministre. Alors, les soignants, Monsieur le ministre, méritent davantage que des applaudissements. Que comptez-vous faire pour que, dans l'urgence où nous sommes, les actes suivent? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le député, pour votre message de responsabilité qui consiste à appeler les Français à être solidaires dans la période et à être courageux, forts, soudés pour pouvoir respecter les mesures sanitaires et lutter avec efficacité contre l'épidémie. Vous m'interrogez sur les mesures hospitalières, monsieur le député. Le PLFSS, le budget de la sécurité sociale, a été voté par une majorité parlementaire la semaine dernière et il porte en lui exactement les réponses auxquelles vous appelez, monsieur le député. Hélas, le groupe socialiste a voté contre, mais comme on dit, il y a une chance au grattage, une chance au tirage, il y a une deuxième lecture qui arrivera, il ne tient qu'à vous de voter. Il ne tient qu'à vous de voter les 8 milliards d'euros de hausse de salaire pour près de 2 millions de soignants dans nos hôpitaux et nos EHPAD. Vous n'avez pas voté. Il ne tient qu'à vous de voter la création, les 50 millions d'euros pour déployer les 4 000 lits à la demande. Vous n'avez pas voté, mais rassurez-vous, ces 4 000 lits sont bien en cours d'être déployés dans tous les hôpitaux qui sont utiles. Il ne tient qu'à vous de voter l'embauche de 15 000 soignants supplémentaires dans les hôpitaux, comme l'avait demandé, s'y était engagé le Premier ministre Jean Castex. Et puis, il ne tient qu'à vous de voter les 2,5 milliards d'euros supplémentaires de budget pour les hôpitaux, les 13 milliards d'euros de reprise de tête, les 6 milliards d'euros d'investissement pour les hôpitaux et pour les EHPAD, le grand plan numérique qui a été présenté. Et bientôt, vous aurez l'occasion de voter une proposition parlementaire qui, j'espère, fera consensus, qui vise à changer la gouvernance des hôpitaux pour la simplifier, pour donner plus de place à chacun dans les décisions hospitalières qui sont prises, pour renforcer la territorialité et le lien avec les élus dans l'ensemble des territoires. Nous sommes en train de faire évoluer l'hôpital, monsieur le député. Vous avez raison de souligner qu'il y a eu trop de fermetures de lits, trop de suppressions de postes, année après année, oserais-je dire décennie après décennie. Constatez avec nous que non seulement la donne a changé, mais qu'on va bien au-delà du tweet et de l'appel à changer les choses. Nous le faisons et vous avez encore la capacité de le voter avec nous. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Nicolas Turquois. Merci, monsieur le président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'économie, des finances et de la relance. C'est un député en colère qui vous parle. Une nouvelle fois, le Châtelleraudais dans la Vienne est touché au cœur. Cette fois-ci, c'est la filiale avionique de Thales qui annonce 998 suppressions de postes, dont 258 pour le seul territoire de Châtellerault. Il faut y ajouter la suppression de plus d'une centaine de postes d'intérimaires. Au final, ce sont au moins 220 familles qui vont être impactées durement. 220 familles qui se rajoutent aux 300 des fonderies du Poitou qui sont sur la sellette et aux plus de 200 qui font l'objet d'un PSE chez McAfee, un sous-traitant de l'aéronautique. Monsieur le ministre, comment un groupe de l'envergure de Thales, avec l'importance des dispositifs de soutien et notamment l'APLD, peut faire des annonces de cette ampleur? La crise n'est-elle pas utilisée pour faire des restructurations qui étaient déjà dans les cartons? Certes, on nous annonce le transfert de 2 lignes de soutien sur des équipements du Rafale. Mais l'État actionnaire peut-il accepter qu'un seul et même territoire doive à lui seul accepter de tels sacrifices? Il est indispensable que ce territoire, comme beaucoup d'autres en France, bénéficie de l'accompagnement du plan de relance. Mais les entreprises qui y sont présentes ne savent pas, à de très rares exceptions près, comment s'approprier les possibilités offertes par ce plan. Les appels à projets sont trop complexes pour des PME dans le contexte économique actuel.
Si on y prend garde, le plan de relance ne va aider qu'une poignée d'entre elles et va de ce fait ne concentrer ses effets que sur les territoires déjà les plus innovants. Ce sont pourtant les territoires les plus fragiles qu'il faut accompagner en priorité. Alors que ce soit sur Thales ou sur les territoires industriels fragilisés, pourriez-vous, Monsieur le ministre, nous expliquer comment le gouvernement compte procéder? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Monsieur le député turquois, oui, le groupe Thales, et vous le savez, est confronté à une crise qui frappe globalement le secteur aérien. Un chiffre d'affaires global au troisième trimestre en baisse de 10% par rapport à l'année dernière, mais surtout plus de 45% dans le seul domaine de l'aéronautique civile. L'entreprise, à l'instar de beaucoup de sociétés du secteur, a donc pris un certain nombre de mesures d'adaptation des effectifs et des coûts qui permettent de traverser cette crise. Nous le savons, et vous l'avez dit, ces mesures sont douloureuses. Je veux néanmoins qu'on salue, et je crois que vous l'avez fait aussi, l'annonce faite par Thales de transférer à Châtellerault une ligne de réparation de nacelles militaires qui permet de sauver à minima 70 emplois sur site. Oui, 188 emplois sont encore menacés. Ce chiffre est élevé. Il aurait pu l'être, pardonnez-moi de le rappeler, mais encore plus, sans la mise en œuvre des dispositifs de soutien de la puissance publique, notamment l'activité partielle de longue durée, dont Thales a choisi de faire usage. Au-delà de l'émotion légitime que vous portez, monsieur le député turquois, et que suscite une telle annonce pour le bassin d'emploi de Châtellerault, je crois que c'est une démarche responsable aussi que de regarder en face la réalité économique d'un secteur et de prendre les mesures nécessaires pour préserver l'outil industriel. Nous le faisons aujourd'hui avec le dispositif d'activité partielle de longue durée. Nous le faisons aussi dans le cadre du plan de soutien annoncé le 9 juin dernier. Et nous continuerons de le faire pour une industrie aéronautique verte et compétitive. Vous m'interrogez par ailleurs sur un sujet très important, sur le déploiement du plan de relance à l'endroit des petites, moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Je veux vous dire que son déploiement est une réalité, que les PME et les ETI s'en emparent. Sur les 1800 dossiers qui ont déjà été déposés sur les appels à projets, 70% viennent des PME et des ETI. La proportion est la même pour les 350 dossiers lauréats. Monsieur Turquois, si des complexités, vous l'avez dit, continuent de vous être remontées, nous sommes là pour simplifier encore et toujours, s'il faut le faire encore plus. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Je vais donner la parole à Monsieur Bernard Boulet, qui a succédé au mois d'août à Monsieur Franck Marlin et que je suis heureux de saluer. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question est à l'attention de Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le ministre, par un communiqué publié le mardi 13 octobre 2020, votre ministère a donné le coup d'envoi à la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. Vous vous engagiez à fournir les pharmacies tout au long de la campagne via un approvisionnement continu auprès des laboratoires pharmaceutiques. Vous avez ensuite communiqué en grande pompe autour de cette campagne de vaccination. Les Français vous ont entendu et ne demandent qu'à se faire vacciner contre la grippe saisonnière. Mais ils n'y parviennent pas. La vérité, c'est que les stocks de vaccins sont très insuffisants. Même les soignants, pourtant exposés à des personnes fragiles, ne peuvent souvent pas se faire vacciner. 10 jours après le lancement de la campagne de vaccination contre la grippe, 70 à 80% des pharmacies étaient en rupture de stock, en particulier dans les grandes villes. Après la pénurie des masques, puis la pénurie des tests pendant la crise sanitaire, voici hélas la pénurie de vaccins contre la grippe. Ce manque d'anticipation chronique se répète hélas encore une fois. Les Français ont été désignés responsables de la seconde vague de la Covid-19 pour ne pas avoir suffisamment appliqué les gestes barrières. C'est vrai que c'était plus facile que de reconnaître l'échec de votre déconfinement et votre incapacité à augmenter le nombre de lits de réanimation. Lorsque la tâche des soignants sera encore aggravée par l'afflux de malades de la grippe saisonnière, reprochera-t-on à ces derniers de ne pas s'être fait vacciner? Si les soignants sont cloués au lit par la grippe, la lutte contre la maladie sera encore plus compliquée. Tout cela laisse présager le pire lorsque sera enfin venu le temps de lancer une campagne de vaccination contre la Covid-19. Les Français sont en droit de savoir combien de temps cette pénurie inconcevable durera. Je vous le demande donc, Monsieur le ministre, quand
Cette incurie cessera-t-elle? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Boulet, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à l'Assemblée nationale et constater que vous êtes parfaitement intégré dans votre groupe parlementaire, et ce, dès votre première question. Monsieur le député, je vais vous répondre avec des chiffres, si vous le voulez bien. Je suis sûr que vous êtes attaché aux chiffres. À date, hier soir, il y avait 5,9 millions de doses de vaccins antigrippales vendues par les pharmacies de notre pays. Il y a au total 13 millions de doses de vaccins commandées par les différentes pharmacies d'officine de notre pays. Si vous faites 13 moins 6, vous voyez qu'il reste plus de la moitié des doses de vaccins. Un certain nombre sont encore disponibles dans les pharmacies. Ce n'est pas 80% de pharmacies qui sont en pénurie, c'est 19%, le chiffre qui nous revient du Conseil de l'ordre des pharmaciens hier soir, et qui sont des chiffres que je mets à votre disposition. Monsieur Cordier. Vous savez, ce n'est pas le gouvernement auquel vous prenez là, c'est aux pharmaciens, c'est eux qui réalisent leur propre stock d'une année sur l'autre. Monsieur les députés, respectez les pharmaciens. 1,3 million de doses de vaccins antigrippales ont été réallouées aux pharmacies la semaine dernière. 1 200 000 doses de vaccins antigrippales seront réallouées aux pharmacies cette semaine. Il en ira de même la semaine prochaine et la semaine suivante. Et, monsieur le député, parce que nous avons pour le coup anticipé la situation, nous avons commandé près de 3 millions de doses de vaccins en plus des commandes passées par les pharmaciens, ce qui veut dire qu'au total, nous avons près de 16 millions de doses de vaccins à répartir sur le territoire jusqu'au mois de décembre. Il n'y a pas péril dans la demeure, il y a du temps avant que la grippe arrive, monsieur le député. Donc nous ne sommes pas encore à 6 millions de doses utilisées sur les 16 millions qui seront disponibles au total pour les Français. Et là, je n'inclus pas dans les 6 millions de doses les doses de vaccins qui sont déjà faites et données pour les soignants de nos hôpitaux et nos EHPAD. Et permettez-moi de profiter de votre question pour inviter les personnes vulnérables qui reçoivent un bon de l'assurance maladie et inciter les médecins, les soignants, les aides à domicile à se faire vacciner contre la grippe. Encore une fois, il y a tout le mois de novembre et une partie du mois de décembre pour se faire vacciner. Et les vaccins sont réalloués aux pharmacies progressivement, semaine après semaine, comme chaque année, monsieur le député. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Anne-Laurence Petel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. J'y associe mes collègues de tous les bancs qui se sont rendus avec moi en Arménie la semaine dernière. Depuis plus d'un mois, l'Azerbaïdjan, soutenu militairement par la Turquie et par des djihadistes venus de Syrie, a envahi le Haut-Karabakh, peuplé quasi exclusivement d'Arméniens. Depuis plus d'un mois, les Arméniens font face, seuls, sans aide internationale, dans un combat inégal et barbare. À ce jour, 90 000 personnes ont été déplacées et plusieurs milliers de morts sont à déplorer. Les drones kamikazes et les bombes à sous-munitions pleuvent chaque jour sur les civils. Des armes au phosphore brûlent les forêts de Chouchi. Les populations sont volontairement ciblées. Une cathédrale, un centre culturel et même une maternité ont été bombardés. Des soldats sont mutilés, décapités. Rien n'est épargné aux Arméniens. Soutenir, témoigner et rendre compte, tel était le sens de notre présence en Arménie la semaine dernière. Au-delà des rencontres officielles, nous avons été au chevet des familles déplacées et des victimes soignées à l'hôpital. Ce que nous avons vu, monsieur le ministre, ce sont des jeunes, à peine majeurs, qui reviennent du combat mutilés, sans jambes, sans bras et parfois sans visage. Aux portes de l'Europe, les pires exactions sont commises en toute impunité et au mépris du droit international. À l'heure où nous parlons, la capitale est bientôt coupée du monde et à la merci des Azéris. Emmanuel Macron est le seul dirigeant occidental à avoir nommé l'agresseur, dénoncé l'ingérence de la Turquie et la présence de djihadistes. Le drame qui se joue là-bas nous concerne tous ici. Erdogan, qui provoque la Grèce et Chypre, agite ses loups gris en France, est le même qui massacre les Kurdes et bombarde les Arméniens. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour mobiliser les Européens et mettre un terme à l'impérialisme d'Erdogan? Après le Haut-Karabakh, jusqu'où ira-t-il? Avec les Arméniens, nous partageons non seulement une longue amitié, des combats dans la résistance française, mais aussi l'amour de la démocratie et de la liberté. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Madame la députée Anne-Laurence Petel, à propos du Haut-Karabakh, je voudrais d'abord dire ici toute mon indignation face aux troubles que nous avons constatés en France liés aux tensions suscitées par ce conflit.
Je condamne donc très fermement la profanation à Dessines du mémorial du génocide de 1915 qui est intervenu ces derniers jours. Ces troupes sont inacceptables et les autorités françaises ont pris des mesures pour éviter que de tels actes se reproduisent. En ce qui concerne le conflit lui-même, vous avez souligné la gravité de la situation. Vous avez souligné aussi, nous apprécions votre témoignage, votre solidarité avec les Arméniens. Ce conflit est très grave parce que les combats qui s'y déroulent sont d'une très grande intensité avec des violations répétées du droit international que nous faisons constater. Dans ce conflit, Madame la députée, la France tient sa place, c'est-à-dire qu'elle se considère toujours comme coprésidente du groupe de Minsk avec les Américains et les Russes, c'est-à-dire qu'elle se considère toujours comme partie prenante de la médiation. Et nous ne voulons pas nous départir de ce rôle. Je le dis parce que j'ai eu l'occasion de m'entretenir à de nombreuses reprises avec mon collègue Natsakanian sur ce sujet et il ne conteste pas notre place et notre rôle dans cette médiation. Nous devons donc tenir notre place que nous avons depuis 1994, que nous assumons avec les Russes et les Américains, qui a permis déjà d'avoir 3 cessez-le-feu, même s'ils ont été rompus assez rapidement. Il n'empêche que nous ne résignons pas et nous voulons continuer ce rôle de médiation parce que seule cette médiation permettra un arrêt véritable des hostilités, permettra surtout une relance des négociations et permettra surtout d'avoir l'identification de ceux qui pourront assurer la sécurité de la cessation des hostilités et nous en faisons partie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Frédéric Reiss. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Ministre, dans le cadre du débat sur la mission enseignement scolaire du PLF, nous avons tous rendu hommage à Samuel Paty, sauvagement assassiné à la veille des vacances de la Toussaint. Lors de la rentrée du 2 novembre, la communauté éducative avait besoin de la solidarité nationale. Aussi avez-vous souhaité, Monsieur le Ministre, décaler cette rentrée à 10 h. C'était le 28 octobre. Depuis, ordre et contre-ordre se sont succédés avant que le ministère ne retienne finalement l'option d'une minute de silence à 11 h pour tous les élèves. Pourtant, lors d'une visioconférence avec les syndicats enseignants, vous aviez prévu un créneau de 8 h à 10 h pour que les professeurs puissent préparer un hommage à leurs collègues tragiquement disparus. Pourquoi alors un tel rétropédalage qui a mécontenté bon nombre de chefs d'établissement et de directeurs d'école et qui a déstabilisé parents d'élèves et collectivités territoriales? Qu'en est-il des ressources adaptées à chaque niveau de classe mises à disposition du corps préfectoral? Il y a eu la lettre aux instituteurs de Jean Jaurès pour le fond, mais dans la forme, c'est le système de débrouille qui a prévalu pour un hommage fortement recommandé et qui globalement s'est bien passé. Une fois de plus, on a eu la désagréable impression du pas de vague. Le Premier ministre et vous-même êtes allés à Conflans-Sainte-Honorine et c'est tout à votre honneur. Des préfets ont pris tardivement des initiatives pour aller dans des écoles, mais en sondant mes collègues parlementaires, leur présence dans un établissement scolaire a été très contrastée. Nombre d'entre eux y sont allés pour une présence muette avec l'écharpe tricolore, d'autres sont intervenus à la demande d'enseignants, d'autres encore ont renoncé parce que l'inspection académique ne le souhaitait pas. Monsieur le ministre, pourquoi n'avons-nous pas réussi à réaffirmer tous ensemble les principes fondamentaux de la laïcité et de la liberté d'expression lors de cette journée de rentrée si particulière en rendant hommage à un enseignant qui aimait passionnément son métier? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Frédéric Reiss. Je retiens d'abord dans ce que vous avez dit le fait qu'à un moment donné, vous avez dit que ça s'est bien passé hier. Et c'est le plus important, c'est-à-dire que nous avons une unanimité nationale pour rendre hommage à Samuel Paty. Et de grâce, ne rompons pas cette unanimité parce que nous lui devons ça et nous devons ça aux valeurs qui sont derrière cet hommage. Et bien entendu, vous avez un peu de mal à reconnaître le pourquoi de cela, mais ça, je vais y venir maintenant. D'abord, dès le début, j'ai dit que nous devions co-construire cet hommage. C'est pourquoi, dès le lendemain de cet assassinat, j'ai reçu les organisations syndicales et ensemble, nous étions
tout à fait d'accord sur cette co-construction. Même chose pour les associations de parents d'élèves. Pendant ces 2 semaines, nous avons reçu l'ensemble des parties prenantes qui le souhaitaient dans le cadre du Conseil des sages de la laïcité. Nous avons donc co-construit cela, qui consistait d'abord dans la lecture de la lettre de Jean Jaurès, la minute de silence et 1 heure d'éducation morale et civique. J'ai fait ce que vous demandez que l'on fasse, c'est-à-dire de la concertation, y compris avec les associations d'élus. Et pour toute personne qui veut bien observer, que s'est-il passé? D'abord, le confinement qui a été décidé le mercredi, les attentats de Nice, et l'Association des régions de France qui m'a dit qu'elle n'arrivait pas à organiser le transport logistique pour 10 h du matin le lundi. C'est donc en écoutant les uns et les autres et en ayant, 1, la préoccupation sanitaire, 2, la préoccupation de sécurité. Oui, monsieur, parce que justement, j'ai écouté. Nous avons écouté jusqu'au bout. Et dans cette période si difficile pour la France, il faut savoir justement piloter en tenant compte de tout ce que disent les uns et les autres, et parfois jusqu'à la dernière minute, parce que c'est ainsi dans des circonstances exceptionnelles. Nous avons donc réussi, 1, à construire, 2, à avoir la souplesse nécessaire en fonction des circonstances. Aujourd'hui, vous nous le reprochez. Moi, au contraire, j'en suis fier, puisque c'est ce qui nous a permis hier de la réussir, cette minute de silence. Beaucoup mieux d'ailleurs que ce qui a pu se passer dans des circonstances analogues. Et donc gardons cette unanimité et rendons hommage à tous les professeurs de France qui hier ont réussi à faire cette minute de silence. Et bien entendu, dans l'unanimité de la République, en associant chaque fois que c'était possible les élus de la République. Merci. La parole est à Monsieur le Président Jean-Christophe Lagarde. Merci Monsieur le Président. Notre groupe, à son tour, veut exprimer sa solidarité, sa compassion à nos amis et alliés autrichiens et la détermination que l'ensemble de l'Europe doit avoir à lutter contre les barbares qui veulent nous faire changer nos modes de vie et nos valeurs. Mais, Monsieur le Premier ministre, je voulais parler de la lutte contre le virus aujourd'hui. Pour pouvoir réussir à combattre ce virus, Monsieur le Premier ministre, vous avez besoin de l'adhésion des Français. C'est leur comportement d'abord et avant tout qui permettra de l'emporter. Pour qu'ils adhèrent, il faut qu'ils comprennent ce que vous faites. C'est l'essentiel en réalité de la difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Ils ne comprennent plus et donc n'adhèrent pas. Je veux prendre, j'aurais pu en prendre d'autres, l'exemple des décisions que vous avez prises sur les commerces. Au printemps dernier, l'ensemble des commerces ont été fermés, de ceux que vous appelez de non nécessaires ou non essentiels. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas d'habitude, il n'y avait pas de culture. Aujourd'hui, on ne comprend pas sur quel fondement la décision de la fermeture des commerces de proximité a été prise. Très franchement, y a-t-il une étude scientifique qui montrerait qu'ils sont plus contaminants que d'autres? Est-ce qu'on peut nous expliquer, parmi ceux qui sont ouverts et ceux qui sont fermés, en quoi un marchand de tissus est moins contaminant, puisqu'il est ouvert, qu'un marchand de vêtements qui, lui, est fermé par votre décision? En quoi, sur les marchés, en milieu ouvert, les commerces alimentaires sont là et les commerces non alimentaires ne sont pas là parce qu'ils seraient peut-être plus contaminants? En quoi, dans une auto-école, on a la possibilité de passer l'examen du permis de conduire, mais on ne peut plus avoir de leçon du permis de conduire? Où est la cohérence dans ces décisions? Et c'est cela qui pêche aujourd'hui dans la compréhension et donc dans l'adhésion des Français, je le regrette. Monsieur le Premier ministre, vous aviez fait à votre arrivée de la concertation et de la volonté de territorialisation votre marque de fabrique. On ne la retrouve pas dans les décisions du confinement. Je crains, et c'est ce que vous devriez craindre, qu'in fine, nous soyons en ce moment inefficaces sanitairement et très destructeurs économiquement. Il est encore temps de s'adapter au terrain. Nous avons un projet de loi cet après-midi qui permettrait d'écouter notamment ce que le Sénat a proposé, permettre aux couples maire-préfet d'adapter vos décisions. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jean-Christophe Lagarde, comme vous le savez toutes et tous, hier encore, plus de 400 personnes sont décédées de la maladie Covid-19. Des dizaines de milliers de nos concitoyens, tous âges confondus, sont malades, avec des conséquences parfois extrêmement graves et des séquelles extrêmement lourdes de cette maladie. Oui, la France, comme tous les autres pays européens, sont confrontés à une deuxième vague épidémique particulièrement grave qui s'est accélérée dans les semaines passées. Cette situation, mesdames et messieurs les députés, vous le savez, je vous l'ai expliqué jeudi dernier, a conduit le gouvernement à prendre des mesures importantes et difficiles par le biais d'un reconfinement adapté.
Le confinement, vous le savez toutes et tous, consiste à faire en sorte que le maximum de nos concitoyens restent chez eux pour casser la progression épidémique et l'arrivée dans les services d'urgence. Ça suppose donc qu'on limite à l'essentiel nos déplacements. L'essentiel, c'est le travail, comme pour la première vague. Et nous avons tiré, je vous l'ai expliqué, vous me l'aviez tous demandé, de ne pas fermer les écoles et les établissements d'enseignement. On a fait, évidemment, c'est de s'alimenter, c'est-à-dire les commerces de première nécessité. Aller au-delà, mesdames et messieurs les députés, il faut le dire, c'est ne plus faire de reconfinement. Ne plus faire de reconfinement. Mais monsieur le président Lagarde, je veux vous dire qu'autant je comprends parfaitement les souffrances endurées par les Françaises et les Français, et notamment les commerçants qui n'y sont pour rien, à l'endroit desquels nous prenons ces mesures indispensables. Autant je vous le dis, monsieur le président, je ne comprends pas que vous ayez envoyé aux adhérents de votre formation politique, aux maires, une demande leur suggérant vivement de prendre des arrêtés pour s'opposer aux décisions de l'état d'urgence sanitaire. Monsieur le Président, quand les Françaises et les Français sont dans la difficulté, quand la situation exige des mesures courageuses et nécessaires, quand la République est confrontée à la plus grave crise sanitaire qu'elle ait subie depuis des décennies, on n'appelle pas les maires, serviteurs de la République, à violer les lois de la République. Ça n'est pas possible. Ils ne s'y sont pas trompés. Seuls 71 d'entre eux ont pris un arrêté, 16 l'ont retiré et 55 l'ont maintenu au chiffre d'hier sur 36 000 maires. Les maires, vous avez raison, sont des gens responsables. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Pierre Vigier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. Le reconfinement national décrété mercredi dernier a impacté durement les petites et moyennes entreprises françaises. Et j'espère que vous allez rapidement changer d'avis concernant les commerces de seconde nécessité. Cette crise nécessite des efforts considérables pour éviter des plans sociaux et des licenciements en cascade. J'aimerais également attirer de nouveau votre attention concernant une entreprise de mon territoire dont la situation économique est très difficile actuellement. Le 22 janvier dernier, je vous avais alerté concernant l'usine Les Céramiques de Haute-Loire où 82 emplois sont menacés. La qualité du travail des salariés et le savoir-faire made in France de cette entreprise de carrelage sont reconnus au-delà de nos frontières. Cependant, l'usine est placée en redressement judiciaire depuis 1 an et sa fermeture définitive sera prononcée d'ici la fin de l'année si aucune solution n'est trouvée. Le secrétaire d'État chargé du numérique avait alors déclaré tout faire pour trouver un repreneur. 9 mois après, la situation de l'usine n'a pas changé. Avec l'ensemble des élus et des salariés de l'entreprise, nous nous sommes fortement mobilisés pour trouver un repreneur. 2 groupes industriels sont venus sur place pour étudier une proposition de reprise. Cependant, la crise sanitaire, la forte concurrence de certains pays voisins, la suppression d'exonérations fiscales européennes ont dissuadé les potentiels intéressés. Monsieur le ministre, il y a urgence. L'État a le devoir de trouver rapidement un repreneur permettant de sauver 82 emplois. Tous les salariés de l'usine vous regardent et attendent votre réponse. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Monsieur Vigier, l'urgence, on est en plein dedans, on en a tous conscience.
vous en témoignez aujourd'hui, mais c'est aussi en même temps la relance qu'on doit porter, enclencher, et ce sera la meilleure réponse à l'urgence que vous soulignez sur le dossier que vous soulignez et les salariés dont vous rappelez qu'ils sont dans une entreprise qui connaît des difficultés depuis plus d'1 an maintenant, puisqu'elle était en redressement judiciaire. Ce que je veux vous dire avec force, c'est d'abord et avant tout que plutôt que de parler, le plan de relance, on le fait. Le comité national de suivi de relance, présidé par le Premier ministre, s'est réuni vendredi dernier. La rapidité, l'effectivité de ce plan de relance est aujourd'hui, avec les mesures d'urgence, la meilleure façon de répondre aux entreprises qui connaissent des difficultés. 15 milliards d'euros sont sur la table pour relocaliser, pour réattirer à nouveau dans notre pays des industries, recréer des emplois. Nous continuons à soutenir le bâtiment. Vous le savez, le plan de relance, MaPrimeRénov', et nous en avons entendu beaucoup sur le fait que nous ne faisions pas assez au service de la rénovation thermique depuis des années. Nous prenons nos engagements, nous modernisons les bâtiments de l'État à hauteur de 4 milliards d'euros. Nous demandons aux mairies, et vous le savez, de rester ouvertes pour pouvoir continuer à délivrer des permis de construire. En un mot, ça, c'est des mesures concrètes pour continuer à soutenir une activité dans le bâtiment de TPE, de PME et d'ETI qui connaissent des difficultés. Alors oui, je vais vous le redire, monsieur Vigier, à Bercy, le dossier que vous mentionnez est un dossier qui est regardé de près et nous suivons le dossier pour essayer de trouver une solution. Mais de grâce, entendez aussi que l'urgence et la relance, nous les menons de front. Si nous sortons de l'urgence sans avoir anticipé la relance, alors nous resterons dans l'urgence. On le fait ensemble et sur ce dossier, on va essayer de trouver une réponse à la hauteur de votre mobilisation. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Yves Blin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État à l'économie sociale, solidaire et responsable. Dans la revue d'une entreprise à mission de l'économie sociale, Edgar Morin s'exprimait récemment ainsi. Je pense que du mouvement mutualiste qu'il est l'avenir, car il va dans le sens d'une économie guidée par l'intérêt commun et non par la recherche obsessionnelle du profit. L'économie sociale, c'est ma cause, disait-il. 222 000 entreprises, 2,3 millions de salariés. Les entreprises de l'économie sociale, et notamment les associations, voient régulièrement croître leur part de PIB et attirent chaque jour un plus grand nombre de salariés, notamment des jeunes, pour qui la recherche de sens dans leur emploi prime sur le montant de leur rémunération. Vous êtes, Madame la secrétaire d'État, membre d'un des trop rares gouvernements de la Ve République dans lequel l'économie sociale et solidaire est dotée d'un secrétariat d'État de plein exercice. Cela vous confère une responsabilité particulière, doublement importante en ces temps de crise où l'on sait combien les acteurs de l'ESS sont en première ligne. Renforcement des structures financières des entreprises, amélioration de leurs ressources, innovation au plus près des territoires. Pouvez-vous nous dire, Madame, quelle est votre feuille de route pour permettre aux entreprises de l'ESS de croître en volume et de renforcer leur place au sein de l'économie française? Comment, en ces temps de crise lourde, où de nombreuses entreprises de l'économie sociale et solidaire s'activent dans les domaines de la santé, de la solidarité, du lien social, du sport, des loisirs, du tourisme, de l'éducation, comment entendez-vous faire en sorte qu'elles puissent bénéficier pleinement du plan de relance et que l'ensemble des aides massives consacrées aux activités économiques et à l'emploi leur soient, au même titre que toute entreprise, facilement accessibles? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Olivia Grégoire, secrétaire d'État chargée de l'économie sociale, solidaire et responsable. Monsieur Blin, merci de cette question. Je vais vous paraphraser. L'économie sociale et solidaire, c'est aussi votre cause, et votre cause depuis un certain nombre d'années. C'est un sujet que vous connaissez bien et vous relevez un paradoxe qui est assez fort. Cette économie sociale et solidaire, elle est souvent en première ligne, et vous l'avez dit, pour répondre à la crise, à l'urgence, notamment sociale. Elle est aussi une des premières à être fragilisée par cette même crise. Vous le savez, les structures de l'économie sociale et solidaire, bien souvent, elles s'occupent plus des autres que d'elles-mêmes. Bien souvent, elles n'ont pas nécessairement les équipes ou l'ingénierie suffisante pour pouvoir aller chercher des aides. Elles manquent parfois de ressources. La première des urgences,
La première de mes urgences au service de l'économie sociale et solidaire, c'est de faire en sorte qu'elle sache, et je le dis avec force, que l'ensemble des mesures économiques qui sont valables pour les entreprises, pour les TPE, pour les PME, le sont aussi pour l'intégralité des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Elles y ont pleinement droit et aujourd'hui, nous avons affaire à un problème de non-recours. Nous devons tous ensemble leur faire savoir, les parlementaires, le gouvernement, l'ensemble de l'administration, qu'elles sont éligibles à l'ensemble de ces aides. Je fais tout pour le faire savoir. Nous avons mis en place un guide. Je réactive la cellule de crise avec les têtes de réseau et nous avons fait en sorte que Bercy, par son numéro vert, réponde précisément aux acteurs de l'ESS. Vous l'avez dit, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie à part entière, c'est aussi une économie à part qui parfois souffre de la faiblesse de ses fonds propres. C'est pourquoi nous travaillons avec les banques pour leur demander de la bienveillance dans les mois qui viennent. Nous travaillons sur ce sujet pour permettre que les acteurs de l'ESS puissent passer cette deuxième vague. Depuis 3 mois, vous l'avez dit, Monsieur Blin, l'économie sociale et solidaire est de retour à Bercy. Elle y est pour y rester, elle y est pour tout ce qu'elle est et elle y est aussi pour tout ce qu'elle fait. C'est une économie des conséquences. Au cœur de la crise, je veux le dire avec force, elle doit avoir accès à l'ensemble des dispositifs d'aide économique. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Paul Molac. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Je veux vous interroger sur votre méthode. Ce matin même, le porte-parole du gouvernement déclare que le couvre-feu sera instauré à Paris à partir de 21 h. Il est aussitôt démenti. Vos mesures manquent d'anticipation et de concertation. Car ces mesures sont annoncées parfois seulement quelques jours, voire quelques heures avant leur mise en place, sans concertation, ni avec la représentation nationale, ni avec les syndicats représentant des professions impactées, ni même avec les élus locaux. En fait, Monsieur le Premier ministre, si vos décisions sont contestées par les Français, ce n'est pas parce qu'ils contestent la lutte contre la pandémie, mais parce qu'ils ne comprennent plus les mesures prises qu'ils jugent brutales et injustes. Comment expliquer que les supermarchés, les écoles, les transports puissent rester ouverts avec un protocole, certes, mais que le petit commerce, lui, avec le même protocole, ne peut pas être ouvert? En fait, nous sommes dans la verticalité la plus absolue. Le Parlement est dessaisi de ses prérogatives, les élus locaux et les citoyens sont sommés de se soumettre à ces décisions qui viennent d'en haut. Pourquoi ne pas avoir renforcé les mesures de protection pour le petit commerce avec la jauge des 4 mètres carrés sans les fermer? Pourquoi ne pas avoir pris appui sur les maires, comme pour les marchés, pour permettre des protocoles adaptés, permettant l'ouverture des petits commerces? Vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, qu'ils étaient responsables. C'est vrai. Vous parlez de manière générale de différenciation. Vous ne la mettez pas en œuvre, alors que l'on sait que les taux de contamination et de mortalité sont différents en fonction des territoires. Ma question est simple. Allez-vous changer de méthode pour susciter l'adhésion de tous les Français? La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Paul Molac, je ne vous rappellerai pas que semaine après semaine, depuis le mois d'août, à mesure que nous alertions sur les signes de reprise épidémique, les mesures ont été mises en place, différenciées, territorialisées, en fonction de la situation épidémique propre à chaque territoire, en tentant par tous les moyens d'expliquer, voire de faire comprendre aux acteurs locaux, certains avec succès, parfois avec moins de succès, pourquoi est-ce que nous prenions des mesures pour freiner la circulation du virus. Avec la concertation des préfets, des maires, des présidents de département, je pourrais vous faire la liste, mais ça prendrait beaucoup de temps, innombrable, des élus auxquels nous avons les uns et les autres parlé semaine après semaine. Monsieur le député, le Premier ministre a très bien expliqué tout à l'heure pourquoi les commerces. Nous voulons limiter les contacts physiques. Nous laissons aux Français la possibilité de sortir pour emmener les enfants à l'école, pour s'éduquer, la possibilité de travailler, mais en privilégiant le télétravail, de se déplacer pour les courses qui sont indispensables et le reste du temps de rester chez eux. Monsieur le député, je ne sais pas comment expliquer à un Français, ou en tout cas moi je ne suis pas sûr de pouvoir expliquer à un ami pourquoi il aurait encore le droit d'aller acheter un jean mais qu'il n'aurait pas le droit de prendre l'apéritif chez un ami. Monsieur le député, la réponse, elle est là, dans la limitation des contacts sociaux. C'est exactement ce qui est mis en place dans la plupart des pays qui nous entourent. Vous savez, il y a 45% des Français, dans une étude qui est sortie ce week-end, qui considèrent que nous n'en faisons pas assez en termes de mesures pour freiner le virus, alors qu'il y a 15% des Français qui considèrent qu'on en fait trop. Je trouve, monsieur le député, qu'au cours, mais chacun est libre, de cette séance, on a beaucoup parlé des 15% de Français qui considèrent qu'on en fait trop, oubliant peut-être un peu de représenter les 85% de Français qui ont peur du virus, qui sont prêts à faire des efforts et qui attendent de leur représentation nationale qu'ils les comprennent. Merci, monsieur le député Molac.
Monsieur le ministre, je vous assure que dans ma circonscription, j'ai été saisi pendant tout le week-end et ça a laissé une vraie traînée de poudre. Je peux vous dire que vos mesures ne sont pas comprises par les Français. Et donc, je dirais que vous ne vous appuyez pas à l'avance, en concertation, sur la représentation nationale et sur les élus locaux qui sont prêts à vous aider. Et c'est bien ça que je vous reproche. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre. Je vous renvoie la balle, monsieur le député. Nous avons besoin de la représentation nationale. Nous avons besoin des ambassadeurs que vous êtes dans vos territoires, vous qui êtes au contact de la population, des commerçants, des élus, pour expliquer que si nous prenons des décisions, à l'instar de l'ensemble de nos voisins, pour protéger les populations, c'est peut-être que ces décisions sont justifiées par la situation sanitaire. Si vous partez du principe que nous faisons n'importe quoi, on n'arrivera jamais à s'entendre et à se comprendre. Si vous partez du principe qu'en France, comme ailleurs à l'étranger, les décisions sont des décisions de bon sens qui visent à protéger les populations, alors, monsieur le député, non seulement nous arriverons à nous entendre, mais peut-être que les Français aussi arriveront à vous entendre. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Aïna Curig. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Imad Ibn Ziaten, Mohamed Le Gouad, Abel Chenouf, Ahmed Merabé, Franck Brinsolaro, Clarissa Jean-Philippe, Damien Ernest, Brice Lemescan, Aurélia Trifiro, Samuel Paty. Ils étaient militaires, policiers, fonctionnaires d'État ou territoriaux ou professeurs. Ils étaient les garants de nos valeurs républicaines. Et pour nous, pour la France, ils sont morts. Si hier, les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public faisaient l'objet d'agressions et d'incivilités, elles sont aujourd'hui les cibles de l'islamisme radical et de sa barbarie. Et face à cela, les fonctionnaires se sentent bien seuls. Ce sentiment d'abandon est bien trop souvent répandu dans les rangs de nos agents publics. Bien trop souvent, ils font l'objet de menaces, notamment sur les réseaux sociaux, voire d'agressions ou d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions. Et bien trop souvent, ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie et bien trop souvent, ils cèdent et s'auto-censurent. Là est le prix pour ne pas mettre sa vie et celle de ses proches en danger. Pour autant, Madame la ministre, vous l'avez reconnu vous-même, le recours à la protection fonctionnelle dans les situations les plus difficiles est trop rare et trop lent. Comment affirmer à nos agents publics qu'ils seront écoutés, considérés, soutenus et protégés ? Quelle mise en œuvre pour que la protection fonctionnelle de nos agents publics retrouve toute son efficience ? Que compte faire le gouvernement afin que ces agents publics, en premier lieu desquels les professeurs, ne renoncent jamais à transmettre les valeurs de la République ? Merci. La parole est à madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, chère madame la députée Curig. Renforcer la protection de ceux et celles qui, chaque jour, font vivre notre République et ses valeurs, c'était plus qu'une urgence après ce terrible et lâche assassinat de Samuel Paty. Parce que nos agents publics, parce que nos services publics, parce que notre République, c'est notre plus solide rempart contre l'idéologie islamiste. Parce qu'aussi nos agents, ce sont ces héros du quotidien qui font vivre la République. Alors le Premier ministre et le Président l'ont dit, quand un agent est attaqué, c'est la République qui est attaquée. Alors en leur nom, en tant que ministre de la Transformation et de la Fonction publique, mon devoir, c'est de donner tous les moyens à tous de mieux les protéger. Vous l'avez dit, depuis 1983, la loi pose les principes d'une protection fonctionnelle des agents. Mais nous voyons qu'elle n'est aujourd'hui pas toujours efficace, qu'elle n'est pas toujours activée et surtout qu'elle ne prend pas toujours en compte, et elle ne prend même pas en compte, les menaces sur les réseaux sociaux et sur Internet. Ce que nous allons faire, grâce à une circulaire à mon initiative signée hier soir par Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et par Marlène Schiappa, c'est qu'immédiatement, nous avons posé 3 principes très clairs et très forts. Quand il y a une menace en ligne, d'abord, la hiérarchie est tenue de le signaler par une procédure article 40 au procureur de la République. Ensuite, ce signalement doit être fait également à la plateforme Pharos. Et enfin, nous devons, à chaque fois que c'est nécessaire, faire le lien avec les forces de l'ordre pour que les domiciles des agents soient protégés. Cette protection, elle doit être accordée sans délai, elle doit être accordée à titre conservatoire dès lors que la menace est grave ou imminente. Je l'ai dit,
Nous devons absolument mettre fin à ce pas de vague. Aucun agent ne peut encore dans notre pays aujourd'hui se sentir seul quand il fait son métier, qu'il défend nos valeurs et que la menace, elle, est diffuse et protéiforme. Nous sommes donc aux côtés des agents, nous les protégerons et plus que jamais, nous leur devons soutien parce qu'ils défendent sans faille et chaque jour nos principes et notre République. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée.